va débuter. Merci de prendre place pour les personnes qui ne sont pas encore installées. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux à ce 415e First sur le thème « L'entreprise de demain. Comment s'inspirer de ceux qui réussissent ». Avant de débuter, pour les personnes qui participent pour la première fois à un First, une rapide présentation. Les First sont l'un des projets de la Fondation Muse pour la créativité entrepreneuriale, une fondation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, dont la mission est de soutenir la cause entrepreneuriale et le potentiel créatif de la région romande. Aujourd'hui, ce sont 50 000 membres qui font l'expérience du travail autrement, de l'entraide entre pairs et de l'esprit réseau. La Fondation opère plusieurs formats de rencontres basés sur l'intelligence collective, les First, l'Université libre des entrepreneurs romans, 15 conférences libres et gratuites chaque année accueillant environ 250 participants, la Suisse des talents, la célébration des lauréats romans de prix à l'entrepreneuriat et à l'innovation. La première édition a réuni 350 personnes ici en janvier 2014 à la Faire Genève. La deuxième édition a réuni 250 participants à Neuchâtel cette année au mois de mars et on annonce d'ores et déjà la troisième édition qui aura lieu en mars 2016 à Fribourg. 450 lauréats ont été recensés depuis le début de l'aventure de la Suisse des talents. Et enfin, le Loto des entrepreneurs, une soirée annuelle de soutien à la cause entrepreneuriale. Autant de rendez-vous devenus incontournables, une source d'inspiration pour les uns, une bouffée d'oxygène pour les autres, un laboratoire de contamination positive. Un rapide retour en images pour célébrer le succès des événements organisés en 2015. Tout d'abord, le First Value Proposition Design avec Yves Pigneur, pour son fameux best-seller que bon nombre d'entre vous connaissent probablement, qui a accueilli 350 participants le 24 février ici à la Faire Genève. La deuxième édition de la Suisse des talents. Un First qui a aussi eu un immense succès, le bonheur au travail, sur le thème donc bonheur et authenticité en entreprise, utopie ou réalité, qui a eu lieu en avril dernier à l'Université de Lausanne. Le First, perdre du temps pour en gagner, avec Claudio Chiacchiari en avril dernier. Et enfin, le tout dernier, branchez-vous sur votre créativité et celle de votre organisation, qui a eu lieu dans le cadre du salon Communica à Palexpo le 7 octobre. Alors, les deux prochains événements à ne pas manquer. Un First qui a eu lieu ici le mardi 8 décembre, que l'on co-organise avec la HEG Genève sur le thème « Gérer sa carrière, se réinventer un peu, beaucoup, passionnément ». Vous pouvez vous inscrire sur le site résonance.ch. Et puis, bien sûr, ce fameux Loto des entrepreneurs, un pari fou qui prend forme grâce à la communauté qui se mobilise. Une centaine de participants sont attendus dans 10 jours, le vendredi 20 novembre à Tartenien. Tartenien, c'est un charmant petit village pour ceux qui n'arriveraient pas à géolocaliser Tartenien. C'est vrai que moi-même, j'ai eu de la peine. Entre Genève et Lausanne, 35 minutes de Genève, 25 minutes de Lausanne, mais charmant petit village, je vous assure. On va donc faire la fête sous des tipis géants de 400 mètres carrés installés dans le cœur du village de Tartenien, jouer au loto, tenter de remporter l'un des 100 lots mis en jeu pour un montant de 40 000 francs par les entrepreneurs suisses, et puis manger la fondue. Voilà, une belle soirée qui s'annonce. Tous les lots donc offerts par des entrepreneurs suisses, que vous découvrez pour certains derrière moi. Vous pouvez vous inscrire sur le site lotodesentrepreneurs.ch. Et puis suivre l'actualité des projets de la Fondation tout au long de l'année sur le site lamuse.ch. Un grand merci aux partenaires de cette soirée, la Fédération des entreprises romandes de Genève qui nous accueille, la HEG Genève, la HEG Fribourg, entreprise romande et l'AGFI. Je passe la parole à Monsieur Olivier Sando, directeur général adjoint de la Faire Genève, fidèle partenaire des First depuis plusieurs années. Merci de l'accueillir. Olivier Sando. Mesdames, Messieurs, au nom de la Direction générale de la Fédération des entreprises romandes de Genève, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce First. Vous le savez, en tout cas pour certains d'entre vous, il est plus souvent question ici de conditions cadres de fiscalité et d'immigration, conditions cadres qui sont fondamentales pour que les entreprises puissent évoluer au mieux dans un monde de plus en plus globalisé. Eh bien, ce soir, vous allez aborder un autre sujet. Vous n'allez pas parler fiscalité ou immigration, vous allez parler entreprise de demain.
C'est un thème absolument fondamental tant les changements sont importants et le seront encore plus à l'avenir et les entreprises doivent s'y préparer. Je pense notamment à l'ubérisation de la société, je pense notamment à la révolution numérique et à cet égard pour celles et ceux qui sont intéressés, le DRH d'Orange, puisqu'en France cette société s'appelle encore comme ça, a rendu à la ministre du Travail un rapport sur les impacts pour les entreprises de la révolution numérique. C'est un document très intéressant. Je ne sais malheureusement pas ce que va en faire le gouvernement. Mais il est aussi beaucoup question de robotisation. Certaines entreprises ont d'ores et déjà dit que lorsque les robots coûteront moins cher que les êtres humains, eh bien, elles utiliseront des robots. Il est aussi beaucoup question de la fin du salariat. Certains ont déjà écrit que cette fin-là est programmée. Mesdames et messieurs, si cette fin arrive un jour, elle aura des effets notamment pour les entreprises, mais elle aura aussi des effets conséquents pour les systèmes de sécurité sociale, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la sécurité sociale est alimentée par les prélèvements sur les salaires. Le jour où il n'y a plus de salaire, il faudra réinventer de nouvelles formes de sécurité sociale. Les sujets sont donc passionnants. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, le FIRST de ce soir est organisé en collaboration avec la HEG Fribourg et la HEG Genève. Il a lieu dans le cadre du lancement d'un nouveau CAS, Certificate in Advanced Studies, baptisé « Développer et consolider votre entreprise sociétale et préparer l'avenir ». Je passe la parole à M. Laurent Oumar, professeur à la HEG Fribourg, pour nous en dire quelques mots. Merci de l'accueillir. Laurent Oumar. Bonsoir, je me réjouis de partager cette soirée avec vous, avec nos invités. On aura une belle table ronde avec des entreprises et des intervenants après. Pourquoi, au fond, faire cette soirée sur ce thème des entreprises de demain? Je me demandais, dans le train en arrivant de Fribourg, un temps magnifique d'ailleurs sur la Gruyère, et j'attendais désespérément un slide d'un de nos intervenants, de M. von Lanten de Lippe ce soir, qui va partager un petit peu son expérience, et il est arrivé au dernier moment. Et j'ai vu que sur son slide, il n'y en avait qu'un seul, un mot-clé au centre de son slide, l'homme, center. In the center of the slide, l'homme. Et depuis maintenant 7-8 ans que j'ai quitté l'industrie, j'ai travaillé pour des grands groupes à l'international. J'enseigne maintenant depuis 6 ans à la Haute École, notamment le management durable. Lors de ces enseignements, j'ai rencontré un homme, Christophe Dunant, avec qui maintenant je travaille. On est collègues, il est à la Haute École de gestion de Genève, il animera la table ronde après. Et un de nos objectifs, c'était de produire une formation qui réponde à des attentes, à des défis que les entrepreneurs vont avoir, des défis qui sont à la fois sociétaux, des défis liés à la fois au changement climatique, à la fois aux problématiques énergétiques, à la fois aux problématiques sociales, la cohésion sociale, tous ces grands enjeux qu'on a devant nous. Comment les entrepreneurs vont intégrer ceci dans leur organisation? Comment ils vont gérer ces impacts? Comment ils vont gérer leurs impacts de l'organisation? Donc on a souhaité, avec l'appui de Geneviève Morand, de Résonance, développer une formation qui s'adresse à des PME, à des entreprises de l'économie des services, à des entreprises de l'économie manufacturière, aussi à des entrepreneurs sociaux, des gens du monde de l'économie sociale, et de leur proposer une formation qui touche différentes thématiques, et notamment 3 modules principaux que je vais vous montrer maintenant. Ces modules, et le flyer d'ailleurs de cette formation est disponible ici à l'entrée. Donc l'objectif, c'est de proposer 3 modules. Un qui va s'occuper de couvrir notamment toute la thématique des business models. On a parlé d'Yves Pigneur avant, qui a fait un FIRST récemment. On va essayer de comprendre comment les entrepreneurs aujourd'hui développent leur modèle d'affaires. On parle d'innovation. Quand on parle d'innovation, on pense souvent à technologie d'innovation. Mais l'innovation, c'est aussi dans la manière dont on construit, qu'on construit avec nos clients les produits. C'est la manière dont on met en place des processus, dont on gère ces équipes. Est-ce qu'on crée des équipes autonomes? Est-ce qu'on responsabilise ces équipes? C'est comprendre un petit peu comment on peut innover dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc, quels sont les business models les plus innovants, les plus performants, et puis quels sont leurs facteurs de clés de succès?
en faisant venir des intervenants, des praticiens, qui vont parler de leur expérience. En Suisse, on a déjà plusieurs entreprises, vous verrez ce soir avec Opaline et LIP, des entreprises qui innovent dans leur mode de fonctionnement, à la fois vis-à-vis du client, au niveau de l'interne, au niveau de la gestion et du management. On a des entreprises qui se certifient B Corp, par exemple. B Corp, qui est un label américain qui est assez récent, qui certifie des entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement et sur la société. Il y a environ déjà une dizaine d'entreprises en Suisse helvétique, en Suisse allemande et en Suisse romande qui sont certifiées B Corp, une cinquantaine dans le pipeline. Donc des nouveaux labels, bon un label oui, mais qui révèle finalement ce que ces entreprises font. C'est des révélateurs de leur modèle d'affaires, de leur innovation. Donc un module sur les business models et les facteurs clés de succès, un second module sur les modèles de sur les modèles de management et de gouvernance. Qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance cohérente par rapport à sa mission, par rapport à son organisation, comment on met en place une gouvernance qui soit cohérente, qui libère la créativité et l'agilité, qui favorise aussi l'attractivité des talents, comment on gagne, comment on gère, comment on attire les talents et comment on les gère dans l'entreprise. On aura à travers notamment la société LIP qui met en place une gouvernance, alors une gouvernance très, on va dire libérale, où ils laissent énormément d'autonomie à leurs équipes. Ils sont en train de réfléchir à faire évoluer cette gouvernance, il en parlera peut-être après. Troisième module, la valorisation des impacts sociétaux. Effectivement, un des enjeux pour toutes ces organisations, c'est comment communiquer, comment valoriser ce que l'on fait, comment faire comprendre à nos clients, comment faire comprendre à nos employés, comment solidifier aussi l'engagement des employés pour aller de l'avant, pour aller dans la même direction, dans cette cohérence et dans cette pertinence par rapport aux grands enjeux, par rapport aux objectifs, à la performance globale de l'organisation, à la valeur globale, qui soit économique, et environnementale et sociale. Pas uniquement économique, mais aussi environnementale et sociale. Donc 3 modules pour couvrir un CAS. Donc un CAS, c'est une vingtaine de jours, très interactif, avec à la fois de la pratique, des workshops, des praticiens qui viennent partager leur expérience et des intervenants qui amènent une dimension théorique, des conceptuels par rapport à tous ces enjeux pour les mettre en perspective, les intégrer, essayer de les assimiler, les internaliser finalement dans son organisation pour répondre à ces défis. Donc nous aurons la chance de partager ces moments avec messieurs von Lanten, madame Sophia de Meyer, et puis d'abord dans un premier temps 2 intervenants. Je vais leur laisser la parole, monsieur Tollon, je crois, dans un premier temps. Toutes les informations sont disponibles sur ce flyer, j'ai oublié de le mentionner, qui est à l'entrée. Merci. Alors, on entre à présent dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à monsieur Henri Tollon, qui est le CDO de Médiation Négociation, un professionnel accompli avec plus de 30 années d'expérience dans son domaine. Et ce soir, il visite l'histoire des entreprises et de ses visionnaires. Merci de l'accueillir chaleureusement. Henri Tollon. Alors, la suivante, c'est ça. Okay. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre accueil. Moi, quand on m'a parlé des entreprises sociétales, des entreprises sociales, je me suis dit, mais je ne suis pas écolo, je ne suis pas touché là-dedans. Moi, j'ai une voiture, j'ai une grosse voiture, c'est un diesel. Pourquoi vous voulez me parler d'entreprise sociétale? Pas envie. Puis après, on a réfléchi un petit peu et puis on s'est dit, non mais entreprise sociétale, ça ne veut pas dire entreprise sociale. Ça veut dire entreprise qui a un impact sur la société et qui arrête de se servir uniquement de celle-ci. Alors je me suis dit, mais une entreprise, ça existe depuis que le monde est monde. Depuis que quelqu'un a eu envie d'acheter quelque chose à quelqu'un d'autre, il a créé un principe de société au sens entreprise. Et puis alors, j'ai regardé un peu l'évolution. J'ai regardé rapidement, je ne vous cache pas, dans les 2000 dernières années, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et puis après, je me suis dit, tiens, ça s'est accéléré dernièrement. Alors, d'abord, la première chose que j'ai vue, c'est les coopératives.
Alors les coopératives, en fait, c'était donc, vous connaissez le système de coopérative, c'était dans le but de servir au mieux ces sociétaires, c'est-à-dire qu'il fallait en être. Alors le problème, c'est que les coopératives, elles ont eu rapidement des déviations mercantiles, technocratiques, elles ont eu rapidement des difficultés de financement, c'était difficile pour beaucoup de coopératives de pouvoir se faire financer, et puis il y a eu très rapidement une dilution de la responsabilité. Par contre, c'était un mouvement qui était ce qu'on appelle un mouvement bottom-up. C'est-à-dire que ça venait des gens pour créer quelque chose. La réplique est venue très rapidement. C'est ce qu'on a appelé, 6 ans après, les familistères. Alors là, c'était la même chose, mais créée par les patrons. C'est-à-dire qu'ils ont créé un système dans lequel tout était compris pour le bonheur de l'employé. C'est-à-dire qu'on avait l'école, les magasins, les dispensaires, les attractions, la culture, etc. Le problème, c'est que c'était vraiment l'apologie d'un système totalement paternaliste. Il y avait une aliénation totale de l'ouvrier aux valeurs du patron. Et puis, quelque part, peu ou pas d'ouverture à la nouveauté. Si, il y avait le fils du patron. Puis, éventuellement, à sa mort, il y avait le fils du patron. Bon, ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure. Heureusement, 1917 arrive, quelque chose se passe et vers 1920, on fabrique les kolkhozes, sovkhozes aussi. Alors là, c'était un peu le même principe que le familistère, sauf qu'au lieu d'être créé par le patron, c'était créé par le parti, qui remplaçait le patron, c'est-à-dire aliénation de l'ouvrier, mais aux valeurs du parti, non plus celles du patron. Pas ou peu de motivation naturelle à faire, parce que les enjeux, une fois qu'on en faisait partie, c'était quand même vraiment pas terrible. Et puis une apologie du système collectiviste. On aime ou on n'aime pas. Alors, quel est le fil rouge de ces tentatives qui... Et vous voyez, on s'aperçoit qu'il y a 3 tentatives en très peu de temps. Pourquoi les gens ont voulu changer? Parce que dans le fond, ça marchait bien. On n'avait pas de principe d'entreprise. L'entreprise avait un système assez militaire, on va dire, où on répartissait les tâches en fonction de temps en temps des compétences. Et puis, ça marchait bien, puis d'un seul coup, ça bouge. Le fil rouge de ces tentatives, en fait, il ressemble un petit peu à ça. Toutes ces tentatives avaient un autocentrage sur le système. C'est-à-dire que ceux qui l'avaient construit en bénéficiaient, mais c'est de leur idée que ça partait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de notion de partage. Il y avait une notion éventuellement de distribution à ceux qui en faisaient partie. C'est-à-dire que quelque part, le système était exclusif. Exclusion, on va voir qu'on se rapproche quand même de l'entreprise sociétale, à savoir, on passe plus de temps à exclure qu'à inclure, et ça coûte beaucoup plus cher de réinclure une fois qu'on a exclu. Ça commençait comme ça. Puis après, on s'est aperçu aussi, le fil rouge, l'idéologie était très marquée. Qu'elle soit une idéologie patronale, qu'elle soit une idéologie de parti, peu importe. C'était une idéologie marquée. Et puis, on s'aperçoit aussi que le système n'avait pas besoin de remettre en cause la société dans laquelle il évoluait. Alors, aujourd'hui, l'entreprise, avec un petit jeu de mots, c'est déjà demain. Ça veut dire quoi, c'est déjà demain? Ça veut dire que les évolutions passées, qu'on a vues très très rapidement, on m'a donné que 15 minutes, je suis français, c'est quasiment la quadrature du cercle. Les évolutions passées se sont faites toujours grâce à des visionnaires, parce qu'il fallait avoir cette idée, un vrai visionnaire, mais dans un environnement qui était extrêmement stable. Il n'y avait pas une remise en question ni technologique, ni comportementale, ni structurelle. On faisait évoluer les choses dans la même assiette. Les évolutions d'aujourd'hui se font et se feront sous des pressions exogènes à l'entreprise. En d'autres termes, même si vous ne voulez pas changer, vous serez obligé de le faire, ou vous mourrez. C'est pas grave. C'est annoncé. Alors, il faudra peut-être entre 5 et 20 ans pour mourir, mais vous mourrez, parce que la pression exogène sera plus forte que vous. C'est pas grave, le tout c'est de le savoir. Comme le disait Claude Barthelone, qui est un politique français que je ne prends pas comme exemple, mais qui a dit pour une fois pour un politique quelque chose d'assez juste, on pourra vivre avec 4% de déficit, mais pas avec 4 degrés de plus.
Ça veut donc dire que quoi qu'on fasse, on agit sur quelque chose qu'il faut qu'on maîtrise, ne serait-ce que notre environnement. Et je ne suis pas écolo, je vous le rappelle. De plus, l'évolution des besoins, des désirs, les capacités d'assouvissement de ceux-ci sont devenus des moteurs d'offres et de la gouvernance. C'est-à-dire qu'avant, on vous disait c'est comme ça, et bien maintenant, c'est à vous qu'on dit comment on veut que ce soit. On va s'apercevoir qu'avant, on définissait un poste, maintenant, on le négocie. Avant, on décidait d'une offre, maintenant, il va falloir qu'on la discute. Et ça va aller de plus en plus. Et puis, les entrepreneurs de la génération d'après-guerre, moi j'en suis, vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi, sauf certains peut-être, les baby-boomers n'offrent absolument plus qu'attendent les générations X, Y et Z. C'est fini. Les générations que nous employons, les générations que nous servons, n'attendent plus du tout ce que nous avons monté comme principe et comme structure quand on a créé nos entreprises. C'est fini. C'est fini simplement parce que ça ne correspond plus à la demande. Or, nous avons tous créé nos entreprises en fonction d'une offre et d'une demande. La demande a changé. Si on ne change pas l'offre, on va avoir des problèmes. Alors, prenons en compte des évolutions. Les clients ont changé. Le poids du service associé égale au moins, voire dépasse le produit. Ça, c'est quand même quelque chose sur laquelle tout entrepreneur doit se poser la question. Est-ce que le service pèse un poids suffisant dans mon offre pour être attractif? Si la réponse est non, revoyons notre copie. La deuxième vie, ou la longévité du produit, est un critère de choix. C'est exactement l'inverse d'il y a encore 20 ans. Exactement l'inverse. Maintenant, on va regarder si le produit est soit recyclable, deuxième vie, ou réutilisable, ou sa durée de vie. Le frigidaire que l'on savait être mort dans 4 ans ne se vend plus. C'est fini. Il faut le savoir. L'impact du produit et de son enveloppe, l'enveloppe c'est l'emballage, sur l'écosystème devient un incontournable. Nombre de produits ont vu leur chute, une chute forte, parce que les clients les boudent, simplement parce que l'enveloppe marketing qui les entourait devenait trop prégnante dans le choix ou la poussée de ce choix. C'est intéressant de voir ça. On s'aperçoit, vous avez pu voir, que les clients demandent maintenant des sacs en papier dans lesquels ils peuvent mettre directement le produit, donc on ne passe pas par un emballage intermédiaire, etc. etc. Et je ne suis pas écolo, mais ça joue. La proximité est un élément déterminant. Les grandes surfaces qui étaient implantées à 10-12 km du centre-ville réintègrent les centres-villes. Parce qu'on ne veut plus passer une demi-heure de voiture pour aller faire ses courses. Alors, soit on le remplace par un service, on veut bien que les courses arrivent à nous, soit on veut les faire à pied dans un rayon de 500 mètres. Les clients ont changé. C'est exactement l'inverse d'il y a 20 ans. Les employés ont changé. L'équilibre entre vie privée et temps de travail est essentiel maintenant. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas des gens qui vont travailler jusqu'à 22, 23 heures, qui vont donner des coups de fou de temps en temps. Ça n'a rien à voir avec l'implication. C'est que l'équilibre est pris en compte. On ne sacrifie plus l'un pour l'autre. Les conditions de travail sont un critère de choix d'entreprise. Les entreprises qui veulent avoir de bons employés leur offrent non pas un salaire X fois supérieur aux autres, mais des conditions de travail meilleures. De la prévention intellectuelle, du temps, de la souplesse. On vous parlera d'agilité tout à l'heure, c'est exactement ça. De façon à ce que les gens puissent avoir une vie chez vous. La capacité de créativité, la participation sont des éléments constitutifs de fidélité maintenant. C'est bien d'augmenter tous les ans de X%
le salaire parce que vous avez 5 ans, 6 ans, 7 ans d'ancienneté. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus du tout. Maintenant, si vous voulez que la personne soit attachée à votre entreprise, il faut qu'elle puisse s'y exprimer dans un cadre qui n'est pas donné par vous, mais qui est décidé par l'employé, qui pourra vous servir. Je vous rappelle quand même que 80% des grandes innovations technologiques sont nées de la créativité des employés des entreprises et pas du recherche et développement. Intéressant. Les produits ont changé. Le mode d'acheminement, le lieu de production sont constitutifs d'attrait. Oui, on peut manger des fraises à Noël. Si elles viennent du Chili, elles seront moins attrayantes que si elles viennent de plus près. Maintenant, on peut aussi se passer de fraises à Noël. La nature des composants est un critère de choix. Quand vous regardez un produit et si vous voyez qu'il y a 15 formules chimiques que vous ne comprenez pas obligatoirement, je ne sais pas pourquoi, il est moins attrayant que celui qui n'en a pas. Je n'ai pas dit qu'il était meilleur, mais curieusement, on est en train de se rendre compte qu'on regarde ça alors qu'avant, on ne le regardait pas. La nouveauté utile intéresse. Alors, on m'a dit que l'iPhone 6 était un super succès. Ouais, tout est relatif, mais vraiment très, très relatif. Parce que la nouveauté n'a pas été perçue comme suffisante pour basculer tous ceux qui avaient le précédent à passer à celui-ci. Noël arrive, vous inquiétez pas, ils en vendront. Mais quelque part, ça n'a plus suffi. Le cosmétique ne suffit plus. Intéressant. Les entreprises ont changé aussi. Alors, la structure capitalistique évolue. Il n'y a qu'à étudier simplement les bilans de nos entreprises pour voir la part de l'immatériel par rapport à la part de matériel dedans. L'immatériel, maintenant, représente les 2/3 de la valeur de l'entreprise. Je dis les 2/3, pour certaines entreprises, c'est les 150%. Alors, on peut ne pas aller jusque-là, mais quand même. Les modes de financement évoluent. On parle du crowdfunding, on parle de choses comme ça. On va s'apercevoir qu'il n'y a plus obligatoirement qu'un banquier ou qu'un riche mécène. On va s'apercevoir que ça peut devenir un réseau. La répartition des résultats évolue, les participations deviennent actives. J'ai entendu dire en France, pays voisin s'il en est, qu'on risque même d'évaluer les fonctionnaires et de les payer plus ou moins bien en fonction de leurs résultats. Ça ne va pas être facile, mais enfin bon. Les modes hiérarchiques évoluent. Qui n'a pas entendu parler de l'entreprise libérée on a un spécialiste tout à l'heure qui peut-être nous en dira 2 mots, mais la hiérarchie n'est plus pyramidale. C'est comme ça, et c'est beaucoup mieux. On va s'apercevoir qu'on va gagner de l'efficacité par la proximité des centres de décision. Et les impacts sociétaux sont pris en compte. On parle toujours de l'empreinte carbone. Par exemple, est-ce que quand je fais ça, il y a une empreinte carbone plus ou moins forte? Alors, j'ai bientôt terminé. Est-ce que je suis dans les temps? Oui, approximativement. De la nécessité d'inclure dans les structures des entreprises des modes de management et des offres propres à assurer leur pérennité. Est-ce que les entrepreneurs ont changé? Très honnêtement, pas tous. Alors vous, oui, puisque vous êtes là. Mais tous ceux qui ne sont pas là, non. Certains, ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Alors, on a entendu parler du CAS, et à mon avis, c'est une bonne façon de savoir comment faire, parce que ce n'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre à chaque fois. On a maintenant suffisamment de recul pour avoir créé des modèles qui sont duplicables, sur lesquels on peut s'appuyer, sachant que chaque personne qui va y penser apportera sa pierre et sa contribution à ces nouveaux modèles. Certains ne saisissent pas la nécessité, alors qu'il est difficile de trouver des repreneurs. J'étais effaré de parler avec certaines associations d'entrepreneurs en disant « on ne retrouve pas de repreneurs à nos entreprises ». Oui, c'est assez normal, ils ne sont pas prêts à changer, ils sont prêts à vendre quelque chose qui n'a plus d'avenir. Ça ne va pas être facile à vendre. Et puis, il y en a qui le font et qui réussissent. Alors, on va avoir 2 éminents représentants de cette réussite, mais cette petite liste est faite uniquement pour vous montrer que c'est dans tous les domaines. La santé, l'assurance, les biscuits, les serrures,
des fonctions support, de l'éco-partage, de la location de bijoux, de la banque de crowdfunding, du covoiturage, vente d'artisans. Je ne vois pas où ça ne marche pas. Alors, sûrement qu'il y a un exemple, on ne l'a pas encore trouvé, mais on le cherche. Donc, demain, l'entreprise, ça va être quoi? Une organisation, une culture, un certain management, avec plein de trucs dedans. Mais ces plein de trucs dedans, c'est simplement parce qu'on a mis un mot sur ce que vous faites déjà. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Alors, en fait, l'entreprise de demain, elle sera membre d'un réseau, c'est fini. Elle sera membre d'un réseau obligatoire, avec une forte valeur ajoutée de service. Elle sera multisite, parce qu'il faut être proche de ses clients, locataire de ses emplacements, on le voit, a priori, on n'investit plus, avec un management participatif, elle sera garante de bonnes conditions de travail, elle sera gérante de son impact, j'ai bien dit gérante, pas garante, gérante de son impact environnemental, elle sera contributrice, je vais y arriver, au développement local, dispensatrice en open source des best practices, on ne garde plus pour soi tous les trucs, on les partage avec d'autres parce qu'ils peuvent nous en amener beaucoup plus qu'on ne donne. Elle sera connectée ô combien, voire hyper connectée, et elle sera rentable et équitable. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je passe maintenant la parole au second intervenant de ce soir, M. Jérôme Baron, qui est président de Agiloa, spécialiste en agilité, auteur de l'ouvrage de référence Le Manager Agile et d'un second ouvrage intitulé Développer l'agilité de son entreprise, coécrit avec Jocelyne de Glen, j'espère que je prononce bien. Il accompagne depuis 30 ans les dirigeants, les équipes et les organisations dans les changements stratégiques puis culturels et organisationnels. Merci de l'accueillir, Jérôme Baron. Bonsoir à tous, merci d'accepter de nous écouter, Jean et moi-même. Alors, je n'ai pas un message très contradictoire avec le sien, hein, on est plutôt d'accord globalement. Moi, je vais peut-être passer un peu plus de temps à expliquer qu'est-ce qui se passe, la mécanique. Tout son descriptif me va bien. Moi, j'ai travaillé sur la mécanique et puis il fallait que je fasse différent. Alors, pour faire différent, je me suis tassé un peu pour être plus petit, je me suis rasé le crâne, rasé la barbe, ça se fait déjà différent, je n'ai pas de cravate. Mais je suis français par contre aussi. Je suis désolé, on n'a pas fait exprès. Mais j'habite Grenoble, moi, donc je suis quand même tout près de Genève. Hein. Je suis presque suisse, puis j'adore venir en Suisse et travailler avec des Suisses. Après, pour faire différent, moi je ne vais pas bouger, je n'ai pas de micro-cravate. Et puis pour faire encore différent, je vais avoir un seul slide. Ça, c'était plus facile. Et puis comme ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, il suffisait de coller une photo, c'était facile, encore plus facile. J'aime bien cette simplicité qui fait partie de l'entreprise de demain aussi. Alors ce slide, qu'est-ce qu'il montre? Il montre un iceberg. Okay. Il montre un iceberg. Qu'est-ce que c'est qu'un iceberg? C'est un gros glaçon qui flotte à la surface de la mer. Et il y a grosso modo 10% qui est émergé et 90% qui est immergé. Et moi, j'ai fait la même analyse historique de l'entreprise. Et l'histoire de l'entreprise, elle s'est essentiellement passée depuis 2000 ans et plus sur le haut de l'iceberg. Alors imaginez que le haut de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, ce dont on est sûr, ce à quoi on peut croire, un peu comme saint Thomas, parce qu'on peut toucher. C'est donc le tangible, le matérialiste. Et donc l'entreprise, elle s'est développée là-dessus. Elle s'est développée sur la production de biens et services physiques bien tangibles, et elle a mis en place historiquement l'organisation qui permet de le faire dans des conditions économiques extrêmement rentables, qu'on appelle le taylorisme, et qui consiste à mettre en place une organisation pyramidale, comme le haut de l'iceberg, d'ailleurs ça tombe bien, avec un chef, le paternaliste avec les différents modèles, et puis derrière des règles de fonctionnement, et puis chacun a une tâche bien concrète, bien matérialiste à faire, et on recrute des gens qui ont des savoir-faire, bien tangibles, très concrets, et tout ça s'organise super bien, on fait des volumes, plus on fait des volumes, plus on gagne de l'argent, et la société s'est développée, et ça tombait bien, puisque la demande était en pleine croissance et explosion. Et ça s'est super bien développé, ça a accouché d'un certain nombre de grands groupes qu'on connaît, ou de modèles économiques qu'on a pratiqués tous dans nos entreprises, enfin pour les plus vieux d'entre nous, parce que moi aussi je
Je suis un vieux clou comme lui. Alors c'est quand même paradoxal que ce soit deux vieux clous qui viennent nous parler de l'entreprise de demain, mais c'est comme ça. Il y a des vieux clous un peu éclairés quand même. Et voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc le haut de l'iceberg, c'est le tangible. Et je ne vais pas vous décrire tout ce que c'est que cette entreprise-là. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Pour que l'iceberg il flotte, pour qu'il soit à peu près en équilibre, qu'il puisse naviguer sur la mer sans trop de problèmes, lui, eh bien, il faut qu'il y ait un dessous de l'iceberg. Et dessous de l'iceberg, eh bien, ça va être le contraire. Si en haut, c'est le tangible, en dessous, c'est l'intangible. Et plus je descends sous l'eau, plus je vais dans l'intangible. À prendre un exemple tout bête. Une entreprise qui offre un produit physique. Je ne sais pas, moi, un pupitre, par exemple, un micro, une souris, un cartable, une estrade, des chaises, des tables. Vous voyez, tous ces produits physiques qu'on achète tous les jours. Ben, hier, on a tenté d'en produire le plus possible, et puis on avait joué sur les économies d'échelle, et on avait l'organisation qui permettait de le faire, on était tout en haut. Puis on s'est mis à se dire, oula, mais il y a la globalisation. La globalisation, c'est de l'hyperconcurrence. Hein. C'est le constat tout d'un coup que comme le marché est mondial, et que dans chaque pays, on a installé d'énormes capacités de production pour assouvir son pays et les voisins, et ben on se retrouve en surcapacité de production, en fait. Alors là, on s'est dit, oula, ça devient serré, il faut offrir autre chose. Alors, on s'est mis à offrir des services connexes, c'est-à-dire des services, plus du tangible, un peu intangible, mais qu'on savait produire avec les mêmes savoir-faire. Par exemple, du SAV, du service après-vente, c'est-à-dire qu'on sait réparer, ça demande les mêmes techniques, les mêmes savoir-faire, mais c'est en plus du produit seul. Okay. Et puis on s'est mis à vendre des services connexes. Alors connexes, c'est quoi? C'est autre chose que dans le métier, qui font appel à d'autres compétences que les compétences cœur de métier. Par exemple, on s'est mis à vendre de l'assurance. Hein, on vend le produit plus une assurance ou une garantie. On s'est mis à vous vendre de la banque. On vous dit, on vous fait crédit, par exemple. Vous voyez, on commence à détangibiliser son offre. Puis après, on est descendu encore d'un étage parce que c'était la société de l'information. Alors on s'est dit, on va vous vendre de l'information. On va vous expliquer comment s'en servir, comment le connecter à d'autres choses. On va vous apprendre plein de choses sur votre produit et faire vivre ça éventuellement à distance. Vous voyez, on détangibilise. Et puis on descend encore plus bas dans la détangibilisation. On s'est mis à parler de relations. Ah oui, on s'est rendu compte, comme Jean l'a très bien décrit, qu'on n'était plus à imposer quelque chose, mais il fallait satisfaire le client. Satisfaire le client. Ah oui, mais la satisfaction, c'est quoi? C'est acheter le bon objet au bon prix? Ou est-ce que c'est autre chose? Ah, on s'est rendu compte que c'est autre chose. C'est aussi savoir parler au client, savoir le regarder, savoir lui serrer la main d'une certaine manière, savoir lui apporter, s'intéresser à lui et comprendre comment il veut être servi, à quelle vitesse, à quel rythme, etc. Ah oui, alors on a commencé à parler de marketing relationnel ou one-to-one. Et puis on est encore descendu dans le plus intangible. Alors là, on tombe dans le tout en bas. On s'est mis à vendre des valeurs et du sens. Ah, c'est super. Et là, on est tout en bas de l'iceberg. Et ce qui est intéressant, et pour l'entreprise demain, c'est ça qui est important, c'est que l'iceberg, il se passe un phénomène assez bizarre, c'est que l'intangible, par rapport au tangible, c'est un peu comme du gaz. Okay? Alors imaginez que mon iceberg, il est rempli de solide en haut, il est rempli de gaz en bas. Qu'est-ce qui va se passer naturellement? La pirouette. Et qu'est-ce qui se passe dans la société de demain? C'est ce qui était caché hier est en train de devenir en premier plan. On a inversé les choses. Et il va falloir donc imaginer l'entreprise en ayant totalement inversé ce que je viens de vous décrire. La première priorité d'une entreprise, c'est donc d'abord d'offrir du sens et de se construire par rapport au sens. Il va falloir se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie d'entreprise? Ce n'est plus un objectif bien tangible à fixer et trouver les moyens pour l'atteindre. C'est d'abord trouver du sens, c'est-à-dire sa raison d'être. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on apporte au système? Qu'est-ce qu'on apporte à notre environnement? Et si on apporte quelque chose, on a une chance de survie. Si on n'apporte rien et qu'on n'est qu'un profiteur du système, qu'on prend sans donner, qu'on prend de la valeur sans en produire, qu'on crée plus de destruction de valeur que de création de valeur pour le système auquel on appartient, c'est-à-dire la société à laquelle on appartient, alors on n'a aucune chance de survie. Donc une stratégie d'entreprise de demain, c'est une stratégie qui est basée sur le sens. En plus, ce sens sera un vecteur de motivation, ce qui sera assez intéressant. Moi, je vois plein de gens qui ne veulent pas travailler dans telle ou telle entreprise, qui pourtant donnent du boulot. Hein. Ouais, mais c'est un boulot qui ne plaît pas, qui ne fait pas sens à l'individu, qui en plus pour la société n'est pas très bien. Par exemple, fabriquer des chars d'assaut.
Et les gens ne veulent pas travailler dans des entreprises comme ça. Pourtant, c'est bien un char d'assaut. En France, on en a des très bien, je vous les recommande. Mon frère les a fabriqués, je peux vous dire, ils sont solides. Donc, oui, lui, il est ingénieur, il a raté sa vie, c'est pas de sa faute. Moi, je suis économiste, donc quand même plus sérieux. Et bas d'iceberg, entre parenthèses, lui, il est en haut d'iceberg. Ensuite, j'en étais au sens, oui. L'entreprise, le sens va être aussi un guide pour le management des hommes. Donc, le recrutement ne va plus se faire sur simplement un CV, il va se faire sur un partage de sens. Et bien, on va essayer de voir dans quelle mesure tout ça, ça converge. Donc le sens va devenir un vrai driver. Le produit va être porté par le sens. Dire que ce qui va compter, ce n'est pas le produit en tant que tel, c'est en quoi ce produit est protecteur de la société, par exemple. Et donc on va effectivement aller vers des produits longue durée de vie. On va réinventer le frigidaire de 40 ans de vie. Par contre, ce frigidaire, il faudra qu'il ait des capacités, et notamment la capacité d'agilité à bouger, à se mouvoir. Alors, ça ne va pas se mouvoir tout seul, il ne va pas se déplacer tout seul à la maison. Ça veut simplement dire que le frigidaire, il faudrait qu'il soit réparable. Il faut qu'il soit upgradable. Il faut qu'il soit redesignable en fonction du bon désir du client. Et alors, chance, ce n'est pas les Chinois ou demain les Africains qui vont faire ça. Ça se fera ici en Europe. C'est-à-dire ça va recréer de l'emploi local. Parce qu'on ne va pas à chaque fois affréter un avion avec des gens qui vont venir vous réparer, vous upgrader, vous redesigner votre frigo pour pouvoir le faire. Ça veut dire aussi qu'il faut le concevoir différemment. Aujourd'hui, on sait très bien ce qui casse dans un frigidaire. On le sait tellement bien que dans la conception, on a mis ça tout au fond, bien caché, de façon à ce que ça coûte très cher pour le changer, le réparer. Et du coup, quand on vient ausculter votre frigo, comme ça s'est passé chez moi en donnant 3 coups de tournevis et en demandant au frigo de dire 33, je vous jure, c'est quasiment comme ça que ça s'est passé, et ben on me dit non, il est cassé, il faut l'envoyer à réparer, ça va prendre 1 mois et demi, ça va vous coûter 250 €, c'est presque le prix du frigo. Donc effectivement, le mieux c'est de le changer, monsieur. Et si vous le changez, en plus, je ne vous fais pas payer mon déplacement. Ah ben, c'est génial. Là, on pousse à la surconsommation. Non, là, on va réinventer le produit très longue durée de vie, réparable, upgradable, redesignable. Alors après, si on remonte d'une tranche, après le sens, j'ai dit, il y a les valeurs. Ah, c'est intéressant, les valeurs. Et les valeurs, par contre, moi, je vais citer un autre, ce n'est pas un ministre, c'est un ancien dirigeant, qui est malheureusement décédé l'an dernier, qui s'appelait celui de Total, de Margerie. Et de Margerie, je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait, moi non plus, comme Bartolone d'ailleurs, mais il a dit une chose intelligente, il dit, dans une entreprise, il n'y a pas de valeurs, il n'y a que des comportements. On dit, l'important, ce n'est pas d'écrire des valeurs et les foutre au mur. L'important, c'est que ces valeurs, elles s'incarnent dans la réalité du comportement de tous les acteurs de l'entreprise, internes et externes. Alors c'est pour ça que, là, dans la transformation des entreprises, on ne va plus miser sur des savoir-faire, on ne va plus miser sur des savoir-être, on va miser sur des savoirs agir ensemble. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de partager une même manière de fonctionner, et notamment en agilité, on va dire une même manière d'anticiper, une même manière de coopérer, une même manière d'innover. Est-ce qu'on est innovateur, tout changer, ou ne rien changer, ou changer un tout petit peu et lentement? Est-ce qu'on est dogmatique, ou est-ce qu'on est capable de changer juste ce qu'il faut quand il faut? S'il faut beaucoup, on change beaucoup. S'il faut peu, on change peu. Est-ce qu'on est une manière à coopérer en disant chacun a sa tâche et on va mettre un beau processus en place, ou est-ce qu'on va travailler sur la satisfaction réciproque des acteurs entre eux, entre pairs, entre managers et salariés, entre propriétaires et salariés, entre entreprises et clients, entre clients et fournisseurs, dans tous les sens. Et là, on va s'intéresser à la réelle satisfaction des gens. Mais ça se mesure désormais. Et puis, ce qu'on va regarder aussi, c'est la façon d'anticiper. Est-ce que j'anticipe au sens de me regarder le nombril et prolonger ma tendance? Ou est-ce que je vais analyser les risques pour moi et pour les autres, c'est-à-dire les risques et les conséquences? Est-ce que je sais manager en connaissance des conséquences? Et ça, on va l'intégrer dans un critère de recrutement. On va l'intégrer dans les offres, on va l'intégrer dans l'organisation. Ça va faire des organisations qui vont, comme ça a été décrit, être des réseaux d'organisation. Jusqu'à effectivement, je ne sais plus qui est le monsieur qui a fait l'introduction, où il est le monsieur qui a fait l'introduction, jusqu'à effectivement ne plus avoir de salariés. En France, en tout cas, ne prenons que cet exemple, ce n'est pas parce que c'est le meilleur pays du monde, parce que ce n'est pas vrai, mais il se passe des choses intéressantes. On avait avant des CDI à vie. On est passé à des CDI dans plusieurs entreprises. Puis on est passé à des CDD, puis à de l'intérim. Mais aujourd'hui, l'auto-entrepreneuriat. Moi, je vous fiche mon billet que demain, il n'y aura quasiment plus que des auto-entrepreneurs. Eh oui. Il n'y aura plus que des auto-entrepreneurs parce que c'est le seul système qui permet la souplesse et la possibilité de réagir à des projets parce que l'entreprise va vivre chaque produit comme un projet à durée de vie limitée en tant que projet,
même si le produit sera à longue durée de vie. Puis après, il faudra entretenir tout ça. Il va falloir créer une dynamique, une fluidité de fonctionnement que seules des petites structures peuvent permettre. Seules des petites structures peuvent le permettre. Et la plus petite structure, c'est la cellule, c'est l'individu, à condition que les cellules, comme dans le corps humain, elles travaillent ensemble. Parce qu'effectivement, dès lors que vous avez des cellules qui vont travailler que pour elles, je suis un peu gêné de parler de ça dans ce pays, imaginons des cellules qui s'occuperaient que de finances, par exemple, okay, et qu'elles ne travaillent que pour elles en ignorant le reste du système. Ben, ça donne une catastrophe, parce que ça veut dire qu'elles vont se surdévelopper, un peu comme certaines mauvaises cellules dans le corps humain. Elles se surdéveloppent, c'est sûr, elles vivent bien, hein. Elles tuent le reste du corps quand même. Et au passage, ce qui n'est pas très malin, c'est qu'elles tuent le corps qui les porte, et du coup, elles meurent, elles, dans la foulée derrière. Mais ça, va falloir le faire comprendre, ça veut dire avoir une approche systémique. Et donc, toute entreprise doit se penser comme un système appartenant à un système plus large et vivre avec cette forme de réciprocité. Donc, l'entreprise va fonctionner, se construire sur des fondamentaux qui n'ont plus rien à voir avec hier, et je vais conclure là-dessus. Hier, elle se construisait sur les fondamentaux du tangible, le haut de l'iceberg, qui est en train de passer sous le niveau de la mer, parce que tout ce qui est gazeux en dessous et intangible est en train d'inverser l'iceberg, de remonter à la surface, et l'entreprise va devoir se structurer totalement et principalement autour de ces éléments. Je rappelle que le bas de l'iceberg représente 90% de l'iceberg, et donc je ne suis pas d'accord avec le chiffre de 75%, non plus avec celui de 150 qui me paraît assez difficile, mais je monterai volontiers au chiffre de 90%. Voilà, j'espère que ça servira de base à notre discussion tout de suite. Alors, je vais inviter à me rejoindre sur scène Christophe Dunant, qui est professeur donc, à la HEG Genève, qui a réuni avec Laurent Houbin le FIRST de ce soir, et je vais inviter tous les intervenants à nous rejoindre sur scène, notamment ceux qu'on n'a pas encore rencontrés, à savoir Sophia de Meyer, la fondatrice d'Opaline, Jonas von Lanten, et donc M. Tolon et M. Baran. Sous vos applaudissements. Merci. Après ces deux brillantes introductions, j'ai donc le plaisir de modérer ces tables rondes. Nous aurons trois parties. Une présentation succincte de deux entreprises sociétales romandes, Opaline et LIP. Ensuite, je poserai quelques questions à nos intervenants et puis on vous donnera la parole pour la fin de ce FIRST avant l'apéro aux alentours de 19h30. Je citerai juste en introduction Jean-Marc Borrello, un grand entrepreneur sociétal français qui a dit que l'entreprise du XXIe siècle sera sociétale ou ne sera pas. Je crois que c'est une question qui nous anime tout autour de ce questionnement de ce soir. C'est quand même un sujet relativement nouveau en Suisse. Vous êtes un public extrêmement différent. Peut-être qu'à ce stade-là, vous êtes en train de vous dire, mais là, ils sont en train d'essayer de nous refiler toute la discussion sur la participation des années 60, 70, 80. Peut-être vous êtes en train de nous dire, mais où est-ce que j'ai mis ma chemise à fleurs, hein, et est-ce que je vais devoir me laisser pousser les cheveux longs, les cheveux. Moi, je suis mal parti pour repartir dans ce sens-là. Mais enfin, j'imagine que vous avez encore des grands doutes, et j'espère que la suite de cette table ronde va permettre deux choses. Soit vous êtes déjà engagé dans ce sens-là, et vous ressortirez d'ici en vous disant, je ne suis pas tout seul, hein, et nous avons des choses à partager. Soit peut-être que c'est nouveau pour vous et que vous ressortirez d'ici en disant « Waouh, il ne faut pas que je rate le train, il se passe quelque chose d'important ». Si toutes et toutes vous sortez avec cette impression, eh bien, de mon point de vue, j'aurai remporté mon challenge. Alors, aussi, en passant, vous direz « Oui, mais on discute d'entreprises diverses, on va prendre des exemples très très concrets ». N'oubliez pas qu'une entreprise très grande que vous connaissez tous, Patagonia, créée par Yvan Chouinard il y a déjà bien longtemps, a été entièrement développée depuis le début avec un boss pour qui la principale préoccupation était d'aller surfer quand il y avait des belles vagues. Et donc Yvan Chouinard a imaginé tout le développement de Patagonia, qui n'est pas une épicerie, hein, c'est une très grosse entreprise, avec la question comment je fais pour pouvoir aller surfer.
Et donc, ça ne l'a pas empêché d'avoir le succès qu'il a eu. C'est d'ailleurs une des grandes entreprises certifiées B Corp dont on reparlera ce soir. Nous avons aussi la présence de Jonathan Normand, qui est le promoteur des B Corp dans notre pays. Donc, vous voyez qu'il y a des exemples très, très successful, qui ne sont pas proches de nous, mais quelques exemples qui nous laissent montrer qu'effectivement, on peut penser autrement. Alors, la question, c'est « et chez nous ?» Et je passe sans tarder la parole à Sophia de Meyer pour qu'elle nous présente Opaline en quelques minutes avant que je revienne par quelques questions. Merci beaucoup. Ça fonctionne, vous m'entendez? Oui. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Sophia de Meyer. Je viens en quelques minutes vous présenter l'entreprise Opaline. Nous produisons des jus de fruits à Vétro, tout près de Sion. Donc, c'est très très simple. Ce sont des jus de fruits à base de fruits frais, bien évidemment. Ils sont bons pour la santé. Ils sont naturels, sans conservateurs, sans colorants. Mais là n'est pas la raison de mon intervention ce soir. Opaline, je l'ai commencé dans ma cuisine. Je l'ai commencé dans ma cuisine en Valais et j'ai rencontré quelqu'un qui est dans l'alimentaire de grande distribution et quand je lui ai présenté mon idée, il m'a dit « Sophia, c'est super, c'est un très bon produit, si tu arrives à le mettre sur les étagères de la grande distribution à un bon prix, tu vas faire un carton. » Et quand il est parti, en fait, j'ai réfléchi et j'ai dit « c'est absolument pas ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie de faire. » J'avais envie de faire quelque chose qui ait du sens. Et donc, j'ai poursuivi mon aventure, ça c'était il y a 5 ans. Ça a bien marché la première année, ça a fort bien marché et j'ai été confrontée à la question de l'emploi, d'engager des personnes qui puissent m'accompagner dans l'aventure Opaline, dans ma quête du sens, comme on parlait tout à l'heure, dans ma vision de l'éthique et du développement durable. 5 ans plus tard, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé qu'en fait, ce qui est important, c'est le chemin, et non l'aboutissement, le bénéfice, le chiffre d'affaires, les coûts fixes et les coûts directs qu'il faut minimiser. Pour moi, ce qui était vraiment important, c'était le chemin. Donc aujourd'hui, nous sommes 6 personnes dans l'équipe Opaline, certes une toute petite entreprise, mais enfin, on a quand même généré une croissance moyenne ces 3 dernières années de 110%. Et cette année, pour parler de chiffres, puisqu'on aime tous les entendre, on va dépasser le million du chiffre d'affaires en vendant des jus de fruits, petites bouteilles que vous voyez là, à une moyenne de 3 francs sur le marché. Les points qui sont capitaux pour nous au niveau des ressources humaines, puisqu'on est là pour parler des ressources humaines, le premier, c'est la flexibilité. On a parlé d'agilité, chez nous on appelle ça le flex time, à savoir que nos employés, l'équipe finalement, parce qu'on ne parle pas d'employés mais plutôt de collègues, n'ont pas d'horaire fixe. Chacun travaille comme il le peut, comme il le veut, et surtout à la recherche de cet équilibre dont on parlait aussi entre la vie de famille, parce qu'on a pas mal de mères de famille, et la vie professionnelle. Donc on travaille en commun par rapport aux objectifs de l'entreprise, mais chacun individuellement par rapport à son organisation de son temps de travail. Là, le deuxième aspect important, c'est au niveau agilité, c'est la répartition des tâches. Autant l'un d'entre nous aura une responsabilité principale, qui serait peut-être la vente, et quelqu'un d'autre la production, eh bien on s'échange ces responsabilités. Si par exemple un jour la personne à la vente a terminé son travail, elle va se joindre à la production. Elle va venir donner un coup de main et vice-versa. On ne produit pas tous les jours où l'équipe de production n'est pas en production, elle se met sur le terrain, elle se met à la vente. Ce qui génère un esprit de solidarité et de résilience face aux grands challenges de la distribution alimentaire qui fait de notre équipe une forte équipe. Puisque ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, on n'a eu aujourd'hui aucun départ d'un employé et on a eu 0 congé maladie. Et ça, je crois que c'est très important de le dire. On n'a eu aucun jour d'absence au sein de notre équipe depuis le commencement de l'aventure ensemble. Autre critère important à mes yeux qui s'est avéré un succès, c'est l'ouverture du capital aux collègues, aux employés. Finalement, après quelques mois où on avait cet esprit d'équipe qui était à la fois inspirant pour moi et une réelle source d'énergie pour le développement de l'entreprise, je me suis posé la question, finalement, pourquoi est-ce que ces gens n'auraient pas l'opportunité de se joindre à l'aspect financier de l'entreprise et donc au capital? Et je leur ai proposé à tous, je leur ai dit, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aujourd'hui vous joindre au capital de l'entreprise, investir à la hauteur de vos moyens, si vous le désirez. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et 24 heures plus tard, tous les employés sont venus avec une réponse positive.
Et donc aujourd'hui, 61% du capital de l'entreprise est détenu par les 6 employés que nous sommes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophia. On passe le micro à Jonas von Lanten de l'entreprise LIP. C'est une belle histoire d'Opaline et en fait, il y a des recoupements intéressants. On aura peut-être, par rapport à notre société aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc moi, je m'appelle Jonas von Lanten, je suis un des 6 partenaires de la société LIP. Et voilà, on a quelques termes qui nous représentent un peu. Je vais essayer d'être assez bref parce ce qui m'intéresse surtout, c'est vos questions. J'aime bien dialoguer comme ça et que ça vienne de manière gérée, enfin de tout le monde, spontanée, voilà. Et en fait, ce qu'on fait donc très rapidement, c'est on construit des expériences soit dans un navigateur, soit dans une tablette, ou soit sur un téléphone mobile. Ça veut dire, ça peut être des applications web, ça peut être des applications mobiles, des applications qu'on peut télécharger sur des tablettes. Quoi que ce soit que vous pouvez ouvrir dans un navigateur, c'est des choses qu'on construit chez nous, chez LIP. Donc ça veut dire qu'on fait du design, on fait de la gestion de projet, du développement web, donc beaucoup de développement informatique, forcément. Aujourd'hui, on existe depuis une dizaine d'années environ en Suisse et on a 5 bureaux. Donc on est un peu distribué dans toute la Suisse, entre Saint-Gall, Zurich, Berne, Fribourg et Lausanne. Et en fait, on est distribué justement dans ces 5 bureaux. Justement, on parlait avant de proximité, hein, et parce qu'on a décidé, en fait, on s'est rendu compte en fait que c'était quelque chose d'essentiel pour nos clients. Et c'est une des choses qu'on met vraiment en avant. Alors, on a des fois l'impression d'être un peu en contre-courant avec toutes les autres sociétés de services qui offrent des services de offshoring, nearshoring, etc. Bah, chez nous, pour l'instant, on est tous en Suisse. Et en fait, on voit ça comme un avantage de travailler en une seule équipe avec le client. C'est pour ça qu'on est distribué dans un peu partout en Suisse pour être proche de nos clients. Et alors, effectivement, on a aussi décidé de mettre une chose qui est très importante chez nous, c'est qu'on a décidé de mettre l'humain au centre dans quasiment tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on voit human-centered avant, on parlait de l'être humain qui est très important. On peut dire que, c'est difficile à expliquer, mais on peut dire que c'est comme si on dit que la société est au service de l'être humain, enfin des employés et des clients bien sûr, plutôt que l'inverse. Ce n'est pas les employés qui sont au service de la société, mais c'est inversé. Ça c'est intéressant aussi. Et alors dans le concret, c'est visible dans plein d'exemples, le temps de travail flexible, la possibilité de travailler en home office jusqu'à 25% de son temps, un programme de santé pour nos employés, enfin plein de choses en fait qu'on définit, alors où les cadres sont définis finalement très clairement, mais qui après à l'intérieur de ce cadre finalement les employés sont relativement libres de le faire comme ils ont envie de le faire. Donc ça reste dans ces règles globales qu'on a définies ensemble. Et en fait, en termes d'organisation aussi, on n'est pas une organisation pyramidale du tout, même qu'on est 130 aujourd'hui en Suisse. On est organisé en petites équipes qui sont auto-organisées. On appelle des équipes, je ne sais pas comment on dit, cross-functional team en anglais, mais c'est des équipes, on peut dire, interfonctionnelles ou cross-fonctionnelles en français. Et c'est un peu, en fait, comme Opaline. C'est comme si on avait plein de petites Opalines chez nous dans nos bureaux. En fait, on a des équipes qui sont entre 6 et 15, une quinzaine de personnes et qui sont composées de tous les rôles nécessaires à faire un projet, c'est-à-dire on peut s'occuper d'un client de A à Z au sein d'une équipe. Et puis les équipes restent fixes, elles ne sont pas formées spécifiquement en fonction. Il n'y a pas le projet qui arrive, puis tiens, qui c'est qui est disponible, là, on va faire ce projet-là ensemble. Mais c'est plutôt quelle est la prochaine équipe qui a du temps pour prendre ce type de projet-là. Donc en fait, c'est les projets, les clients qui vont dans les équipes qui ont du temps, mais c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble en petites équipes finalement. Et on trouve aussi là que c'est quelque chose on s'est rendu compte qui avait énormément d'impact. On a fait un peu un changement à ce niveau-là, je dirais il y a 3-4 ans en arrière, où on est passé
d'une organisation plus traditionnelle en silo, où on avait un département commercial, des développeurs, etc., et en petites équipes auto-organisées. Et ça, c'est un des gros changements qui nous a beaucoup aidé aussi. Voilà, je crois que je vais remettre la parole, et puis volontiers pour les questions. Merci Jonas. Quelques questions avant de passer la parole au public. Dans votre communication, vous parlez d'une charte d'entreprise que vous appelez manifesto. Quand moi j'ai lu ça, manifesto, je me suis dit, ça y est, c'est de nouveau les communistes qui rentrent par la petite porte. Donc, visiblement, ce n'est pas le manifeste du Parti communiste. C'est quoi ce manifesto? Ça fait un moment qu'on l'a défini, ça fait 6-7 ans. Ouais. En tout cas, en fait, c'est une définition un peu des valeurs qui sont chères pour nous. Et il faut savoir que nous, on est né avec le web. On a toujours fait ça, on fait que ça, on fait des choses sur Internet. Donc, c'est donc l'état d'esprit du web et l'état d'esprit aussi de l'open source, pour ceux qui savent de quoi il s'agit. C'est ces softwares qui se développent librement, comme Linux par exemple, c'est un software open source. Donc nous, on a très vite été, on s'est tous retrouvés autour de ces valeurs de partage, d'ouverture, de liberté, etc. Et en fait, ce manifeste, il définit qui nous sommes et ce que l'on veut faire. Et c'est vrai qu'on l'a placardé aujourd'hui dans tous les bureaux. Vous avez dit, Jonas, que vous étiez une organisation plus pyramidale et que visiblement un jour vous avez, pas pyramidale, non, plus structure en silo, pour reprendre vos termes, non, et qu'un jour vous avez décidé de changer. Peut-être que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? On n'a jamais vraiment été une structure pyramidale, mais c'est-à-dire il y a 5 ans, on était 35 personnes. Aujourd'hui, on est 130. Donc à 35 personnes, on était un peu plus pyramidal, on va dire. On avait une équipe de commerce qui s'occupait du développement commercial, par exemple. On avait des développeurs, des designers, etc. Et au fur et à mesure qu'on a grandi, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est justement ce phénomène de silo qu'on voulait éviter absolument et qu'on trouve beaucoup dans les grandes entreprises, où on a cette organisation. On a légal, on a finance, on a marketing, etc. Puis on a un petit peu de peine à communiquer entre tout le monde. Donc à un certain moment, on s'est dit, maintenant on fait des équipes cross-fonctionnelles. Mais on n'est jamais arrivé dans la vraie pyramide. Okay. On n'a pas de middle management, typiquement. On a juste aujourd'hui encore 6 partenaires dont la moitié sont des fondateurs. Et puis autrement, après, c'est des équipes qui n'ont pas de chef finalement, mais qui ont des rôles différents au sein de l'équipe, avec des responsabilités différentes. Une dernière question pour vous, Jonas. Comment vous faites pour attirer des talents? Vous avez un modèle d'entreprise qui est très original. J'imagine que les étudiants, notamment qui sortiraient des autres écoles de gestion spécialisées sur les questions de web, ne s'attendent pas du tout à ce type d'organisation. Comment vous arrivez à capter à la fois les talents, mais les gens qui ont les valeurs, j'imagine, la posture pour intégrer ce mode d'organisation? C'est-à-dire que depuis le début, on est beau. C'est vrai en fait que dans notre domaine, un des challenges, de manière générale, dans le marché, on va dire, du développement informatique, c'est de trouver des bons développeurs. C'est pas si évident finalement. Et ce dans quoi on a beaucoup investi, c'est dans les communautés, typiquement. On organise des communautés, on anime des communautés autour de sujets qui nous sont chers. Et puis c'est une des façons par lesquelles on arrive en fait à avoir une bonne image, à montrer notre bonne image en fait au niveau des communautés, des personnes qui sont importantes pour nous. Après, les choses qu'on a énormément développées, c'est tous ces avantages pour les collaborateurs de chez nous. Donc, comme on disait avant, le salaire, c'est quelque chose d'important, jusqu'à ce que ça puisse nous permettre d'avoir une vie correcte. Mais après, c'est plus ça qui fait la différence. Hein. Après, c'est si on a un horaire flexible, c'est si je peux choisir, comme c'est le cas chez nous par exemple, de travailler à 80 ou à 100% pour tout le monde à l'arrivée. C'est est-ce que je peux noter mes heures de travail quand je suis dans le train connecté avec mon laptop. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. C'est toutes des choses comme ça qu'on cherche aujourd'hui. Et c'est vraiment un avantage pour nous d'être flexible comme ça. Il y a typiquement des jeunes papas, mon âge, qui ont de la peine à trouver des sociétés où ils peuvent faire carrière à 80%, alors qu'ils ont envie d'être un jour par semaine avec leurs enfants, simplement.
Et en fait, c'est purement de l'organisation d'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison que ça ne se fasse pas. Il faut simplement vouloir organiser ça, c'est tout. Et vous trouvez les talents? Ah bah oui, on les trouve grâce à ces choses-là, justement. Ouais. Merci. Sophia, une question par rapport à votre modèle. Vous avez parlé de votre modèle de management. Vous êtes une beaucoup plus petite équipe. Ce qui était frappant quand même, c'est cette question de l'engagement. Vous avez dit, si je vous ai bien compris, que vous avez eu aucune absence et aucun départ pendant toutes ces dernières années, ce qui est effectivement relativement exceptionnel. On a aujourd'hui les fonctionnaires qui sont dans la rue parce qu'on veut modifier leurs conditions de travail et peut-être agiliser les services publics. On sait que ce n'est pas tout à fait le même type de rapport à l'absence, notamment. Si vous pouviez détailler, Sophia, un peu l'organisation du travail qui amène effectivement à cet engagement et au fait que, j'imagine qu'ils ont quand même pu avoir un virus un jour ou l'autre, mais que le taux d'absentisme est extrêmement limité et qui a amené à leur engagement dans le capital de l'entreprise. Quel était un peu le processus, l'animation de la discussion? Qu'est-ce qui fait que vous avez pu construire cette dynamique? Alors je crois que si on le voit déjà chronologiquement dans la relation humaine, la première chose qui pour moi est fort importante, c'est le processus d'engagement finalement de la personne. Ça a été dit tout à l'heure, on n'a pas reçu de CV, enfin je n'ai pas reçu moi de CV, je n'ai pas fait la demande de recevoir un CV. La décision de faire ce bout de chemin ensemble avec les collègues, finalement, c'était le ressenti lors de la première rencontre, le partage des valeurs d'Opaline. Au départ, c'était les miennes, maintenant on est 6 à les partager, mais c'était déjà le partage de ces valeurs, et il y avait une réelle envie de ces personnes de se joindre aux valeurs d'entreprise. À savoir, à la base, Opaline, on parle de jus de fruits, mais il y a derrière tout ça, on n'a pas le temps, bien sûr, d'en parler ce soir, mais il y a tout le processus éthique environnemental du produit en lui-même, de son cycle de vie, qui finalement a plu aux personnes qui ont joint l'entreprise. Donc déjà, à la base, il y avait une réelle envie de venir travailler pour ces valeurs, et non pour moi ou pour la marque, mais pour les valeurs de l'entreprise. Ensuite, dans la chronologie toujours, on commence à travailler et on réalise que l'entreprise a un système de flex time. On parlait aussi de plateformes ou de moyens aujourd'hui que l'on a de travailler à distance. On a trouvé sur Internet et gratuitement un système qui s'appelle Podio, qui est phénoménal pour nous, qui est une plateforme gratuite sur laquelle on peut tous se logifier en tant qu'employé et mettre des notes des clients que l'on suit, des activités que l'on fait la journée. Ce qui veut dire que où que l'on soit en Suisse, nous sommes connectés. Alors, on parlait d'absence maladie. Oui, bien évidemment, il y a eu des jours où les employés se sont sentis peut-être un peu plus grippés, mais ils ont eu l'initiative de travailler depuis la maison. Donc, connectés, mais quand même chez eux. Donc, l'envie de travailler malgré peut-être un début de grippe, mais quand même connectés grâce à ces plateformes. Donc ça, dans la chronologie, je crois que c'est très très important, c'est ce côté flex time. Et finalement, ça semble très utopique, mais je crois que c'est tout à fait vrai et ça s'applique. Si la personne est heureuse, si elle a cet équilibre entre sa vie de famille, sa vie sociale et le travail, elle est finalement beaucoup moins malade. Une question, Sophia, au-delà de votre modèle de management, vous développez aussi des relations originales avec vos fournisseurs, avec vos clients, même avec les citoyens. Vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça? Oui, alors peut-être la partie citoyen, on est arrivé aujourd'hui dans ce cycle de réflexion Opaline. On a parlé des ressources humaines au sein de l'entreprise, de l'équipe. On arrive cette année à un équilibre financier, soit à un bénéfice dans les chiffres bleus ou noirs, en tous les cas pas rouges, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Et dans cet même état d'esprit, on voulait penser ou réfléchir ou adresser finalement les ressources humaines plus globales qui participent d'une manière ou d'une autre au développement d'Opaline aujourd'hui. Donc on peut parler de consommateurs, même si ce nom, je trouve, est totalement vide de sens. Mais enfin, des personnes qui apprécient, on va dire, nos jus de fruits, ou également d'autres personnes qui n'apprécient pas nécessairement un jus de fruits, mais qui apprécient nos valeurs. Et en équipe, on a pas mal discuté, pas mal travaillé une idée. Et en 2 mots, l'idée finalement est de permettre dès l'année prochaine à tout le monde qui le souhaite de participer au coût de production d'un lot de jus de fruits. Donc on ne parle pas ici de crowdfunding qui est un retour à un investissement au capital de l'entreprise, qui est certes une bonne idée mais ce n'était pas la nôtre. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est rapprocher l'être humain du produit, de ce que l'on fait. Donc on va vous permettre de financer le coût du fruit dans la production d'un jus de fruits
et donc de vous approprier à quelque part le cycle de production de ce jus. On fait 10 000 bouteilles par jour, donc ces 10 000 bouteilles seront à votre effigie, et vous pourrez par la suite suivre les ventes de ces jus de fruits et récupérer bien évidemment votre investissement à la fin des ventes. Donc un cycle de vente aujourd'hui est de 2 mois, donc c'est des investissements très courts dans la durée. Récupérez votre investissement avec bien évidemment un retour sur l'investissement qui, l'on l'espère, sera réinvesti dans des projets éthiques, socialement durables, etc., pour pouvoir justement transmettre ce message plus loin. Et au fur et à mesure qu'Opaline grandit et bénéficie de sa croissance, de pouvoir partager finalement le bénéfice avec une audience la plus grande possible, parce que sans cette audience-là, il n'y aurait pas de produit Opaline. Finalement, c'est un écosystème très global. Et on parlait de pyramide, pour moi, c'est vraiment le cercle de vie du produit, d'une entreprise, et tous les acteurs sont importants, que ce soit les fournisseurs, les employés, et finalement les personnes qui vont adhérer à nos valeurs, mais qui ne sont pas tous les jours dans l'opérationnel. Merci beaucoup, Sophia. Je vais me tourner maintenant vers messieurs Barran et Tolone. On vient d'entendre 2 exemples, et ce qui est assez frappant, vous n'êtes jamais rencontrés avant, hein, ni les uns ni les autres, sauf erreur, et on aurait pu reprendre les 2 exposés des premiers speakers, et on va retrouver à peu près tous les mots-clés, hein. Confiance, cohérence, proximité, sens, valeur, etc., etc. Je trouve ça assez étonnant à ce stade du débat. Avant de vous passer la parole, quelques questions à nos 2 premiers intervenants. Alors, on a mis les vieux sur la gauche, donc c'est sur la droite pour vous, hein. L'essentiel des organisations aujourd'hui sont plutôt gérées par des hommes de notre tranche d'âge, des vieux, là, et moins par des jeunes qui ont peut-être, on va se dire, dans quelques années, ils sont partis justes. Hein, peut-être qu'ils sont partis justes. Alors, comment transformer? Est-ce qu'il n'y a pas un challenge là-dedans? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il faut être dans la vision schumpeterienne des entreprises qui vont devoir disparaître pour que d'autres renaissent? Est-ce qu'il y a espoir que des entreprises soient capables de se transformer? Quels sont des éléments clés qui permettent ces transformations? Plus concrètement, qu'est-ce qu'il faut un patron ou une patronne pour libérer ses collaborateurs? Est-ce que c'est la pression financière? Est-ce que c'est des valeurs? Est-ce que c'est un choc de vie? Est-ce que c'est ces enfants qui vont le bousculer? De votre avis, quel est sur cet enjeu général? Qu'est-ce qui va permettre cette transformation? Vous l'avez dit les 2, il n'y a pas de choix. Je veux dire, c'est finalement la capacité à se transformer ou la capacité à disparaître plus ou moins rapidement. Vous serez d'accord ou pas d'accord. Mais donc, pour garder un peu d'espoir à ceux qui ont soit plus de cheveux, comme M. Barran et moi, soit des cheveux qui commencent à être passablement gris, quels sont les leviers de ce changement? Il en manque là. La barbe. Bon, comme Jean est quelqu'un de très sympathique, il me demande de commencer à cette question qui est épouvantablement difficile. J'y réfléchis extrêmement souvent, je vois 3 scénarios. Okay. Je ne vois pas plus. Alors, il y a 2 scénarios assez pessimistes et un scénario assez optimiste. Alors, comme je suis une nature optimiste, je vais finir par le scénario optimiste et je vais commencer par les 2 scénarios pessimistes. Premier scénario pessimiste, c'est qu'il va se passer une grave catastrophe. C'est-à-dire que, pour faire simple, hein, en 2008, on a eu une crise économique qui a coûté 10 milliards d'euros à l'Europe. 2 ans après, on a eu la même crise économique parce qu'on a mis 10 milliards d'euros pour replacer le train d'économie sur les mêmes rails et prendre donc le même chemin. Et on s'est pris le même mur, mais c'est un mur qu'il ne faut pas prendre, il faut contourner. Donc on s'est pris le même mur. Là, ça a coûté 100 milliards d'euros à l'Europe. Cette année, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on s'est pris le même mur à nouveau, évidemment, puisqu'on a remis 100 milliards pour remettre le train économique sur les mêmes rails, avec les mêmes fondamentaux. Donc on s'est repris le même mur. Cette année, on vient de remettre 1000 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas si vous constatez, dans ce que je viens de raconter, c'est qu'il y a un facteur 10 à chaque fois. C'est-à-dire que là, on vient de remettre 1000 milliards pour remettre le même train économique sur les mêmes rails, pour se prendre le même mur. Et la prochaine fois, il va falloir mettre 10 000 milliards d'euros. Là, juste un problème. C'est qu'après les 1000 milliards qu'on a mis cette année, il n'y a plus d'argent. Donc, j'ai peur, premier scénario, qu'on se reprenne le même mur, avec les mêmes problèmes, sauf que ceux qui croient que, comme on a la solution à pouvoir la remettre en place, ils ne se rendent pas compte que la solution, à chaque fois, elle est 10 fois plus chère. Et donc, ça va donner une catastrophe économique, du chômage, de la misère, j'en passe et des meilleurs. Bon. Et là, fatalement, si on en arrive là,
peut-être qu'on va se débarrasser des vieux d'un grand coup de pied, peut-être que certains vont partir tout seuls, peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver à mettre en place des choses. Premier scénario, pessimiste, mais j'ai du mal à l'écarter complètement. Deuxième scénario, pas très optimiste non plus, c'est qu'il y ait des gens qui disent « il y en a marre, on va donner un grand coup de pied là-dedans et on va tout transformer, on va faire la révolution ». Et je ne connais pas de révolution qui soit passée... C'est le vrai manifesto, là. Non, mais voilà, je ne connais pas de révolution qui soit passée dans la douceur, quoi. Donc, soit dans le meilleur des cas, on va parler de mai 68 en France, on a arrêté à peu près complètement l'économie, on a mis le feu un peu partout, mais il n'y a pas eu trop de morts, quelques accidents, un pavé qui a glissé par-ci, voilà, des choses comme ça, et ça va. Soit c'est très sanguinaire, quoi, et ça fait très mal, ça bloque tout. Enfin, là, pareil, c'est un scénario un peu catastrophe, mais qui, au lieu de venir du système économique, viendra des gens qui refusent et qui deviendront majoritaires et qui vont, à un moment donné, donner un grand coup de pied là-dedans. Moi, ces deux scénarios, je ne peux pas les écarter, mais très sincèrement, je ne les souhaite pas. Voilà. Je crois que vous ne serez pas seul. Alors, après, il y a un dernier scénario très optimiste, c'est que des gens comme Jean, comme moi, comme vous, exemplaires, par vos pratiques, et nous, peut-être par nos prêches, parce qu'on essaie de parler au plus grand nombre, en écrivant des bouquins, des articles, en faisant des formations, en contribuant à monter des nouvelles formations, en donnant des conférences, enfin en vendant des conférences, etc. Non, pas ce soir. Non, moi je ne suis pas payé ce soir. Enfin, officiellement. Ils m'ont dit de ne pas le dire devant toi. Et donc, que petit à petit, nos discours touchent. Alors là-dessus, je suis assez optimiste, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai créé une première entreprise en 1999, 1900, pas 1008, 1999, enfin 99, et qui s'appelait Agilis. Vous voyez, je parlais déjà d'agilité à l'époque. Alors à l'époque, je peux vous dire, j'étais un martien. Quand je donnais une conférence, on me traitait au mieux d'idéaliste, au pire de marxiste. Enfin non, c'était pas le mot, c'était gauchiste, qui est presque pire à mon avis, mais bon. Alors que, voilà, vous êtes gauchiste, madame, vous êtes gauchiste non, enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de gauchiste. C'était simplement dire, il y a un système, tenons compte du système, c'est tout. Mon discours était déjà le même à l'époque là-dessus. Et puis, évidemment, ça a duré 3 ans. J'ai dû fermer. Pas pour des raisons d'insuccès, à cause des banques, mais je raconterai ça une autre fois peut-être. Et puis j'ai créé ma deuxième boîte à Gélois il y a 5 ans, donc 10 ans après, en 2009. Je suis un peu comme vous, j'ai une assez belle croissance tous les ans, enfin sauf cette année, mais enfin si j'ai de la croissance, mais j'ai aussi beaucoup d'investissements cette année, donc mon résultat est nettement moins bon. Mais oui, j'ai une belle croissance, et puis partout où je passe, les gens disent « Ah, vous mettez des mots sur nos mots, des mots MOTS sur nos mots MAUX ». Et puis ça marche pas très bien. Alors, par contre, ce qui est certain, c'est que je touche très bien en bas, je touche bien chez les managers intermédiaires, je touche moyennement bien sur les patrons de petites entités ou de filiales. Je n'ai encore jamais pu rencontrer un patron de grand groupe. Par contre, j'ai rencontré des grands groupes qui ont des critères d'agilité remarquables, mais ça, j'en parlerai sans doute un peu plus tard. Peut-être une deuxième question, alors dans la foulée de ce que vous dites, mais est-ce qu'il faut remplacer tous les dirigeants par des femmes pour stimuler une logique de coopération, une logique d'intelligence collective, mettre les finalités avant les intérêts égoïstes mal? Alors. Visiblement, ma question remporte quelque adhésion dans la salle. Définitivement, l'entreprise de demain, si on accepte le fait que les hommes sont des gens de pouvoir, des guerriers, etc., et que les femmes sont des personnes qui donnent la vie, qui entretiennent la vie, définitivement, l'entreprise de demain, elle sera féminine. Sans aucun doute. Et je pense que les femmes sont définitivement l'avenir du monde, l'avenir de l'homme, l'avenir des entreprises, l'avenir des organisations. Maintenant, il faut quand même, messieurs, assumer que nous avons tous en nous une part féminine très forte. Il suffit d'oser la libérer sans avoir l'air de passer pour ce que nous ne sommes pas. Voilà, et donc ça peut se fonctionner aussi
très bien avec des hommes qui savent exprimer ces valeurs féminines et les faire vivre. Mais définitivement, si cette opposition existe, parce que certains disent qu'elle n'existe pas, etc. Et c'est vrai que j'ai rencontré des femmes dans des entreprises qui, quand elles se comportent en terroristes, sont bien pires que certains hommes. Hein. Je ne citerai pas, par exemple, en France, une certaine ministre de la finitude, comment elle avait dit, je ne me souviens plus, en Tude, qui est un requin, une femme terrible, terrible au quotidien. Je connais des gens qui connaissent des gens qui la connaissent très bien, vous savez comment ça marche, hein. Et elle est terrible, quoi. Elle est terrible. Donc, mais définitivement, oui, les valeurs féminines sont les valeurs de l'entreprise de demain. Merci. Je ne partage pas tout à fait. La valeur féminine Alors, je partage la valeur féminine comme étant largement égale, si ce n'est supérieure à celle de l'homme. Mais j'allais presque dire que l'entreprise demain, elle ne sera pas plus féminine que masculine. Elle sera asexuée. Quand je dis asexuée, ça veut dire que peu importe qui dirige l'entreprise, la question n'est plus dans le dirigeant. La question, c'est dans les membres de l'entreprise. Une entreprise dirigée par une femme, n'employant que des femmes, est aussi rétrograde qu'une entreprise dirigée par un homme, n'employant que des hommes. Donc j'allais presque dire que le problème n'est pas qui dirige, mais est-ce que les valeurs de l'entreprise sont des valeurs communes aussi bien aux hommes qu'aux femmes ou aux femmes qu'aux hommes. Et je crois que de poser la question du sexisme de l'entreprise est une question, excuse-moi Christophe, mais est une question qui n'est pas la question de demain. La question de demain, c'est qui veut faire quoi. Et si je reprends celle que tu disais juste avant, à savoir, mais comment on passe, comment les vieux comme nous, surtout comme lui, mais les vieux comme nous, comment on passe? Ben, je crois qu'on n'y passe pas, je crois que c'est une simple prise de conscience. Soit on est un entrepreneur responsable, et la responsabilité, elle n'est pas tournée vers le passé, mais vers l'avenir, soit on est simplement des gens qui puisons dans la société quelque chose pour nous servir. Et je crois que ça, c'est fini, mais il n'y a pas d'âge pour finir. On est vieux dans sa tête, on n'est pas vieux dans son corps, ça m'arrange. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les baby-boomers, vieux cons, il y en a plein. Et des baby-boomers éclairés, il y en a plein aussi. Par contre, ils vont employer demain des gens qui ne sont pas de la même génération, et s'ils veulent se comprendre, ils doivent évoluer. Ils doivent évoluer, non pas obligatoirement dans la pratique, ils doivent évoluer dans la prise de conscience du mouvement, qui va être non pas apporté obligatoirement par eux, mais par leurs employés. Et c'est là où je vous rejoins. Ce ne sont plus des employés, ce sont des collaborateurs, ce sont des collègues. Ce sont des unités de pensée qui font évoluer la chose sans qu'on puisse obligatoirement le prévoir, d'ailleurs. Et c'est ça qui fait la force de l'entreprise de demain. Alors après, des hommes, des femmes ou des chimpanzés, pourquoi pas? Peu importe. Ce qui importe, c'est est-ce qu'on a créé une valeur d'être ensemble? Voilà. Et pour revenir peut-être sur quelque chose d'un peu plus concret, j'imagine qu'on a de nombreux employeurs ici, on a aussi de nombreux consultants dans leur activité. Comment, sur le terrain, de votre expérience, les processus de changement se mettent en place? Vous avez dit que vous avez travaillé plus avec des gens de terrain, et j'ai cru comprendre que vous avez plus de succès, plus d'écoute avec des gens avec qui vous avez dit, vous avez pu mettre avec eux des mots sur leurs mots. Quid des cadres intermédiaires dont un certain nombre devraient disparaître? Quelle est la démarche d'un consultant que certains d'entre vous sont pour aller expliquer à vos cadres intermédiaires, aux dirigeants qui vous ont engagé, qui vous ont mandaté dans l'organisation, que peut-être eux font partie plus du problème que de la solution? Concrètement, comment est-ce que vous avez pu le vivre sur le terrain? Alors, si je peux me permettre de vous livrer une expérience personnelle à ce niveau-là, j'ai donc une petite entreprise de consulting, j'ai une quinzaine de consultants full-time et puis une cinquantaine de consultants part-time, et je n'ai pas d'employés. Ce sont tous des auto-entrepreneurs qui travaillent à 100%,
dans le cabinet, mais je ne suis pas d'employé. C'est l'avantage en fin de mois, c'est que je n'ai pas de feuille de paye à faire. Chacun fait la sienne, hein, j'allais presque dire. Et puis, on va expliquer aux entreprises, non pas ce qu'il faut faire, mais comment le faire. Parce que c'est très facile d'être montreur, mais il faut être aussi faiseur. Et la meilleure façon, je crois, de passer de cadre intermédiaire à autre chose, c'est de savoir quel rôle on a dans la chaîne de valeur. Le problème du cadre intermédiaire, c'est le mot intermédiaire, c'est pas le mot cadre. Intermédiaire entre quoi et quoi? Quelle est la valeur créée par le poste? Soit le poste crée de la valeur s'il monte, soit il en crée s'il descend, si on était dans une échelle. Mais on n'est plus dans une échelle. C'est-à-dire, quelle va être la fonction de cette personne pour créer de la valeur globale dans l'entreprise? C'est un redimensionnement de la fonction. Il ne s'agit pas de dire « et tous les cadres intermédiaires, on les fusille ». Ça ne sert à rien. D'abord, on n'aura pas assez de balles, et puis en plus, qu'est-ce qu'on en fera derrière? C'est fondamentalement, c'est quelle est la valeur, parce qu'ils ont une valeur, quelle est la valeur qui est la leur, alors qu'aujourd'hui, dans la place qu'ils ont, ils n'expriment pas celle-ci totalement. Et donc, c'est un travail de repositionnement de la personne dans la chaîne de valeur. Voilà comment nous faisons avec les entreprises. Alors, je vais aller un peu dans le même sens, mais je vais présenter ça avec 2-3 arguments peut-être différents. Le premier, moi je suis très embêté, non pas par le mot intermédiaire, mais par le mot cadre. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir des individus dans une entreprise qui contribuent à un projet. Après, qu'ils soient cadres ou pas, j'en ai rien à foutre, c'est juste une contrainte actuellement législative. Bon, en tout cas en France, c'est très pesant. J'en ai rien à faire. Pour moi, j'adore vos 2 exemples où les gens, ils sont là, ils bossent, ils participent à un projet. Quand ils peuvent faire de la suppléance à côté, ils le font. Il n'y a pas propriété d'une tâche, il n'y a pas propriété d'une fonction, etc. Je trouve ça... donc j'espère que ces gens-là vont disparaître, mais malheureusement, je crains qu'on ait assez de balles, hein, contrairement à ce que tu dis. Mais donc, le problème n'est pas là. Le problème, il faut comprendre que l'entreprise de demain, comme moi j'appelle agile, mais parce que c'est ma com, hein, oublions le mot, ça peut être libéré, vous pouvez l'appeler n'importe comment, c'est une entreprise multiforme et mobile. C'est-à-dire qu'elle elle n'est pas tout à fait la même entre vous deux. Et vos 2 boîtes, elles vont continuer à changer et à muter en permanence tous les ans, 2 ans, 3 ans, en continu, etc. Donc, il faut comprendre que le seul socle commun, c'est le fameux sens, c'est où elle va. L'essentiel, c'est le chemin, je suis entièrement d'accord, et la manière dont elle y va. Et il faut trouver des individus qui, chacun, vont prendre leur place et réussir à faire ce chemin ensemble. C'est pour ça que moi, j'attaque les entreprises par le biais des comportements. Et j'essaie de faire en sorte que chacun, que tous et chacun partagent le même type de comportement et soient compatibles dans leur comportement, et qui sont des comportements qui, évidemment, sont plutôt aux antipodes des comportements tayloristes dont je parlais rapidement tout à l'heure. Mais peut-être que ce serait pas mal d'avoir... Merci beaucoup. Peut-être encore un dernier mot avant qu'on passe la parole au public. Je voulais aussi rajouter quelque chose. Voilà. Je voulais aussi rajouter quelque chose au sujet de quand on parle de cadre. Et moi, j'ai vraiment l'impression que l'entreprise de demain, elle sera organisée. On peut un peu l'apparenter à un organisme vivant, comme on disait, on en a parlé un petit peu avant, qui finalement, si on regarde le corps humain, c'est clair qu'on n'a qu'un cerveau. En fait, on n'en a pas qu'un, on en a 3. Hein. Il y a un cerveau ici, il y en a un dans le cœur et il y en a un dans les tripes. Et tout fonctionne très bien. Et c'est extrêmement complexe. Et il n'y a pas de chef qui décide tout. C'est juste un exemple. Il y a plein d'autres exemples. Et en fait, je voulais en venir au fait que je pense que il est plus important de savoir écouter la société, donc, comme savoir qu'est-ce qu'elle veut devenir, vers quoi elle a envie d'aller. Donc ça veut dire être à l'écoute et s'adapter en fonction de ce qui vient à nous, en fonction de ce qu'on découvre. Et à ce moment-là, justement, le cadre, le directeur qui va faire la stratégie et diriger le bateau dans cette direction-là pendant les 5 prochaines années, il n'a pas vraiment sa place ici, quoi. Les gens qui sont plus importants là, c'est plutôt des facilitateurs, c'est des gens qui savent, c'est du leadership qu'on voyait avant sur les slides, c'est des qualités de leadership, c'est des qualités des gens qui vont réussir à
à fédérer cette intelligence collective en fait, qui se trouve dans tous ces collaborateurs, dans tous ces groupes. Et donc moi, je vois un peu une évolution. Le cadre devient... C'est plus le même cas, c'est plus le manager qui applique ces techniques de management. Dans un échange il y a quelques temps avec Henri, on discutait du principe du graisseur. Avec le cadre doit devenir un graisseur dans l'entreprise, apporter de la facilitation, de l'agilité, de la souplesse par des solutions, et que peut-être que le cadre de demain sera d'abord un grand graisseur ou une grande graisseuse. Ça se dit c'est un peu moins joli au féminin. En référence à une grande entreprise française dans le tourisme, on appelle ça des GO, des gentils, des GO. Des GO, ah oui. Ils ont eu moins de succès ces dernières années. Ok, je vous propose qu'on passe la parole au public. Nous avons Laurent et Claire qui vont distribuer les questions. Merci Laurent. Je crois que ça marche. Allô, ça marche, oui. Alors, Claire va aller à droite, je vais aller à gauche. Si vous avez, on va essayer de prendre 2-3 questions à la file, puis je vais les distribuer ensuite. Madame. Merci, bonjour Anne-Catherine Pozza. 2 questions. Une, c'est quelles seraient les 3 compétences spécifiques ou comportements spécifiques qui caractérisent les entreprises agiles de demain? Ça, c'est une première question. Et l'autre, est-ce qu'il pourrait exister l'émergence de nouveaux métiers ou de nouvelles fonctions au sein des entreprises pour qu'elles continuent à respirer, enfin, qui seraient donc des nouveaux métiers qui seraient garants de leur agilité? Merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Robin Pellaton. Moi, j'ai une question par rapport à la croissance des entreprises. Les exemples qui ont été présentés sont des exemples de petites entreprises, 6 employés, 130. Et est-ce que les principes qui ont été mis en avant seraient toujours pertinents et quelle serait la capacité de ces entreprises à les mettre en œuvre? Si LIP faisait 1300 salariés, 13 000 salariés, 130 000 salariés, à quel niveau va se situer le seuil de rupture ou le seuil d'impossibilité à maintenir ces principes-là? Ok, merci. Peut-être qu'on peut répondre à cette question. Est-ce que Jérôme Baran, vous... Pour la première, sur les compétences spécifiques? Non, d'abord sur celle-ci, sur la croissance des entreprises. Sur la croissance, alors moi j'ai rencontré des grands groupes qui avaient pas mal d'agilité. Le dernier que j'ai rencontré s'appelle Vinci Énergie. On ne peut pas qualifier ça d'une PME quand même. Le seul constat, c'est que c'est une boîte qui a mis le paquet sur le chemin et pas sur le résultat. Par exemple, il n'y a aucun objectif quantitatif à part un résultat minimum. Ce sont des gens qui, dans leur discours et dans la pratique, ils disent le résultat, c'est une conséquence. Donc, ce n'est pas un driver, ce n'est pas le moteur, c'est le résultat. Comme dans une opération, on ne commence pas par écrire le résultat et ensuite l'opération. On fait l'opération, à la fin, on a le résultat de l'opération. Et donc, ils ont mis le paquet sur le chemin. Et en fait, toutes les entreprises que je connais, grands groupes qui fonctionnent comme ça, en fait, ils ne sont qu'une constellation de PME-PMI. Et chez Vinci Énergie, ils disent en dessous de 10, dans notre métier à nous, ce n'est pas très pertinent. Et ils disent au-dessus de 50, ce n'est pas très pertinent non plus. Donc, ils ont tout un tas de boîtes de 10 à 50 personnes parce que dans leur métier, c'est la bonne maille. Mais peut-être que dans votre métier, c'est 6. Vous voyez, chacun doit trouver sa maille dans son métier pour garder la proximité, de la souplesse, etc. Et en fait, les grands groupes et la croissance n'empêchent pas, comme un organisme qui fonctionne avec des milliards de cellules. Donc on pourrait être une seule entreprise de milliards de travailleurs. Ça ne pose aucun problème, je pense. Alors je vais reprendre la première question, qui était quelles sont les 3 compétences clés qui seraient constitutives d'une de ces entreprises agiles? Est-ce que... Oui, Jérôme, de nouveau? Je me sens un peu... Je suis désolé d'accaparer la parole, mais c'est le métier de mon entreprise à moi. Donc, je mesure ses compétences et j'accompagne les entreprises à partir de la mesure de ses compétences. Alors moi, j'ai retenu 3 postures et 6 comportements, parce que derrière... on appelle ça des leviers d'action. Derrière chaque posture, il y a 2 leviers d'action. Première posture, c'est l'anticipation. Moi, je ne comprends pas. On ne peut pas être responsable, comme Jean le disait tout à l'heure. On ne peut pas être dans le sens et dans l'esprit qui était défendu par nos 2 témoins ici, sans qu'il y ait de l'anticipation. Mais dans l'anticipation, il faut sortir juste de la prévision ou de l'analyse de risque, qui est un peu le driver de nos politiques aujourd'hui ou de nos grands dirigeants. Il faut être dans l'anticipation des conséquences. Donc un collaborateur qui maîtrise les conséquences de ses décisions et actions, qui a conscience de ce qui va se passer derrière lui, ça c'est une sacrée belle compétence. Après, je la décline en 2, mais ce n'est pas l'objet de présenter tout mon outil ici.
Deuxième compétence, c'est la coopération. Mais là, pareil, dans la coopération, hier, c'était juste avoir 2 tâches qui sont bien huilées l'une par rapport à l'autre. Non, non, ça c'est bien les managers huileurs, ça ne va pas être suffisant. Après, on peut faire le pari du gagnant-gagnant. Mais le gagnant-gagnant, on est dans le haut de l'iceberg. Vous savez, c'est gagnant-gagnant. Ça, c'est très matérialiste. Hein. D'ailleurs, on payait en espèces sonnantes et trébuchantes, hein, en bon français. Et puis, après, il y a la vraie dimension de la coopération qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle, moi, du satisfait-satisfait. Effectivement, si on cherche vraiment à se satisfaire mutuellement, quelque chose de multicritère, qualitatif, en s'intéressant réellement à l'autre, alors là, on met en place une vraie relation et une qualité relationnelle qui permettra de passer tous les obstacles. Donc ça, c'est la deuxième compétence. La dernière compétence, c'est l'innovation. Vous avez bien compris que l'entreprise de demain est en mouvement permanent. Alors, tous ceux qui sont contre le mouvement, ils vont être mal. Ça, c'est clair. Jean l'a très bien démontré tout à l'heure. Donc, cette capacité de mouvement, par contre, il ne faut pas qu'elle soit doctrinaire. Parce qu'on a eu les doctrinaires du mouvement faible, incrémental. On a eu les doctrinaires de la transformation radicale. Non, non. Il faut être ouvert au mouvement et il faut être prêt à faire juste le mouvement qu'il faut. Si le verre tombe et je fais un énorme geste pour le rattraper et je finis par crever l'œil de ma voisine, c'est quand même dommage, quoi. 2 yeux, c'est mieux qu'un. Hein. Et c'est pas bien. Par contre, si je peux décider de laisser tomber le verre, parce qu'après tout, j'ai déjà très vite réfléchi que de l'eau par terre, c'est pas bien grave. Okay. Donc, c'est faire le mouvement, ce que j'appelle pertinent. Donc, si je résume dans mes 3 comportements, c'est anticiper les conséquences, c'est mettre en place des relations satisfait-satisfait, et c'est être capable de mouvements pertinents et permanents. Voilà. Et ça se mesure. Et puis une deuxième question qui se greffait, c'était quel type de métier, vers quel type de métier on se dirige, hein? Alors, dans 20 ans, donc c'est pas si vieux, hein, 60% des métiers qui formeront l'emploi de tous les jours n'existent pas. Aujourd'hui, ils n'existent pas. Donc je ne sais pas, puisque 60% des métiers qui seront l'emploi de demain dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Ils n'ont pas de nom. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils feront appel aux connaissances qu'on a aujourd'hui. Par contre, je vais dire, le mixage de ces connaissances va donner de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'en fait, on va de moins en moins vers des métiers pointus, curieusement, mais de plus en plus vers des métiers généralistes. Ça paraît curieux, puisque ça fait maintenant des décennies qu'on forme des spécialistes, des experts. Eh bien, on va s'apercevoir que l'expertise n'a plus les mêmes raisons d'être. Il y aura toujours besoin de quelques experts, bien évidemment. Mais l'emploi de demain sera fait par des gens qui ont différentes cordes à leurs arcs et qui les rendront agiles au bénéfice de leurs entreprises, agiles, elles aussi. Et donc, où est-ce qu'il faut mettre nos enfants demain et dans quelle formation pour qu'après-demain, ils aient un beau métier? Eh bien, plus ils en sauront sur plein de choses, mieux ils se porteront. Merci. D'autres questions? Question là, une question ici aussi. Michel Guillemin. À vous entendre, j'adhère 100%. Hein. Je me fais un peu de soucis par rapport aux futurs managers qu'on est en train de former dans les hautes écoles. Je n'ai pas l'impression qu'on leur enseigne ces valeurs-là, cette direction-là. On les bassine avec les vieilles valeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, attendez. Il y a plusieurs, pardon. Voilà. Une première question que je notais. Une autre question? Oui, tout là-bas, je vais aller. Il y a monsieur aussi qui est là. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir, Nicolas Schaffner. J'avais une petite question concernant en fait les organisations. Comment vous allez vous organiser dans le futur pour manager les différentes tâches? Vous avez dit que vous pouvez passer de la vente, vous pouvez passer ensuite sur de la production. Comment vous allez faire au niveau timing et aussi en termes d'organisation? Voilà, c'est ma question. Merci. Bonjour. Qui veut répondre? Encore une? Oui, s'il vous plaît. J'ai beaucoup entendu parler des faits du bien-être psychologique dans les entreprises. Et je voudrais savoir si vous entendez parler également du bien-être physiologique.
car aujourd'hui nous sommes dans un environnement extrêmement pollué. Nous sommes dans un environnement qui est nocif au niveau électromagnétique. Je travaille sur ce sujet depuis 35 ans et je suis effrayé des résultats de mon travail. Aujourd'hui, avec l'université de Budapest, on a pu montrer que la pollution électromagnétique dans une entreprise coûte en moyenne 1 heure de travail par jour en productivité. Okay. Alors, aujourd'hui, je allez-y. travaille sur ce sujet depuis 35 ans et nous avons mis au point des éléments de compensation et j'ai eu la médaille d'or au Salon des inventions de Genève sur ce sujet. Il est possible aujourd'hui de rétablir un équilibre dans l'entreprise de manière à ce que les gens puissent y vivre normalement et bien. Donc si vous voulez en savoir davantage tout à l'heure, je tiens à votre disposition des documents. Merci beaucoup, monsieur. Il y avait une première question sur la formation et les HES qui ne répondent pas réellement à la demande. Voilà, alors, je ne sais pas, je ne veux pas quand même, je crois que tu enseignes aussi, toi aussi, donc je ne sais pas si ce qu'on enseigne est bien. Je ne sais pas si les managers qui sont formés aujourd'hui dans les hautes écoles de management, où qu'elles soient d'ailleurs, hein, pas spécifiquement en Suisse, c'est bien ou mal. Enfin, personnellement, je ne sais pas si mes collègues vont le dire aussi, mais personnellement, je vois quand même une inflexion qui se fait de plus en plus. Elle n'est pas encore suffisante, mais le virage est pris. Alors oui, il y a des générations sacrifiées. Je pense qu'en effet, la génération qui est actuellement aux études et celle qui vient d'en sortir est, par rapport au management, une génération sacrifiée, oui, tout à fait. Bon, c'est assez régulier, hein, ça, parce qu'on n'avait pas bien compris que le manager servait à quelque chose, donc on leur apprenait des choses qui servaient à pas grand-chose. Donc maintenant, ça y est, ça change un petit peu. Je pense que le manager de demain n'est pas à l'école. Il va bientôt y aller, hein, mais il n'est pas encore à l'école. Par contre, il est peut-être déjà dans l'entreprise. Je peux rajouter peut-être quelque chose. C'est intéressant parce qu'en fait, chez nous, les papiers ont relativement peu d'importance. On a des gens, alors dans les équipes, on a typiquement, par exemple, des gens qui sortent de l'EPFL et des gens qui ont l'apprentissage et travaillent ensemble. Et ils ont les mêmes types de tâches dans une même équipe. Et typiquement, on engage. Alors, en l'occurrence, pour les personnes qui ont des positions, on pourrait dire des rôles importants, des rôles de leader avec plus de responsabilités peut-être que d'autres, chez nous, on ne va pas chercher ça dans une école. En fait, on va vérifier si ces personnes-là ont en général plutôt des soft skills, parce que c'est là ce qu'on recherche, et c'est plus difficile à acquérir dans une école traditionnelle. On va valider est-ce que ces soft skills sont ceux qui conviennent. Et de manière naturelle, en fait, les personnes qui se retrouvent avec des responsabilités chez nous, peut-être un peu plus que d'autres, c'est un peu par mérite, c'est un peu parce qu'ils ont été cooptés finalement par une équipe et non pas assignés. J'ai pas mal d'amis qui travaillent dans des corporates, etc. Quand un manager disparaît, on va essayer de chercher un bon manager à l'externe et puis on va le poser là, dans la pyramide, à cet endroit-là. Puis de toute façon, il a un MBA et puis il a fait 10 ans dans une autre boîte similaire, donc probablement qu'il s'en sortira très bien. Je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, pour répondre à la question, moi je pense en fait qu'aujourd'hui, pour être un manager de demain, je développerai davantage mes soft skills, mon leadership, plutôt que mes techniques de management et le nombre de diplômes que je... Je peux faire juste un commentaire en passant par rapport à la HEG dans lequel je travaille aussi comme chargé de cours. Je pense que les choses sont effectivement en évolution et concrètement à Genève, on est en train d'ouvrir une option qui s'appelle performance globale et responsabilité sociétale, qui est encore une option d'école, mais qui montre que les HEG sont en train de réfléchir et de s'orienter. On espère que demain, ça ne sera pas une option, j'espère que demain, ça ne sera pas une option, mais le mainstream,
comme l'enseignement du management durable ont été des options et sont en train de devenir mainstream, mais les choses bougent, certainement pas assez vite à mon goût, mais elles bougent quand même. Peut-être que Marianne a quelques... Voilà, Ernie. peut-être. Donc, je suis Marianne Ernie, je suis la collègue de Christophe. Pour vous répondre, monsieur, c'est vrai que les hautes écoles sont nouvelles. Elles se préoccupent, les hautes écoles de gestion du management durable. Et ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on a de plus en plus d'étudiants qui désirent faire. On a par exemple au niveau bachelor, on avait une majeure, on va avoir une option. Et vraiment, nos étudiants dans nos différentes écoles s'y intéressent. Et on voit aussi qu'au niveau formation continue, par exemple le DAS de management durable est un DAS qui marche très bien. Et ce n'est pas un hasard si maintenant on a une nouvelle formation. Donc je crois qu'il y a vraiment un mouvement et les choses sont vraiment en train de changer. Je vais rajouter une chose. Il se trouve que je me suis beaucoup intéressé à cette question pour ma propre école, parce que je voulais la pousser à innover. Grosso modo, vous avez 5 à 8% des programmes dans les grandes écoles, je parle françaises, qui sont des programmes comme celui qui vient d'être créé ici, dont nous a parlé Laurent tout à l'heure, centrés sur le management d'une entreprise dans le nouvelle société, etc. 5 à 8%. Par contre, on a 90% des enseignements dans toutes les disciplines qui sont capables d'intégrer cette nouvelle société dans leur réflexion, de montrer qu'il y a une évolution et ces disciplines sont en train de changer. En revanche, et là je suis d'accord avec votre intervention, Jonas, c'est qu'il y a un énorme retard dans la pédagogie où on est encore à apprendre trop de savoir et de savoir-faire et pas assez de soft skills. Et c'est pour ça que moi, j'ai plaidé dans mon école pour la création d'un nouveau programme qui s'appelle Ulysse, qui est réservé à un tout petit groupe de personnes de 12 à 25 par an, où la pédagogie n'a plus rien à voir avec la pédagogie d'hier, où ils apprennent tout par la pratique, des projets, des échanges entre eux, etc. Et il n'y a plus un seul cours d'acquisition de savoir et de savoir-faire, puisque ça, c'est sous-traité à l'élève. Il se démerde avec des collègues, avec Internet, avec ce que vous voulez, mais il n'y a plus un prof qui est là pour leur raconter ça. Voilà. Je voulais juste peut-être en 2 mots vous dire que cette année, pour la première fois au Paline, on a reçu 5 demandes de stage d'étudiants qui ont choisi notre entreprise par la communication de nos valeurs, donc qui s'intéressent à faire finalement une formation pratique sur 3 ou 6 mois au sein de notre entreprise. Donc c'est aussi assez réjouissant. Merci beaucoup. Je pense qu'on va gentiment conclure. Je voudrais qu'on... Ah, il y a une question ? Moi, je peux répondre à la question de la santé. Ah oui, oui. J'aimerais bien dire quelque chose suite à votre question, monsieur. Quand vous m'avez dit ça, je me suis dit, on est mal barré. Parce que nous alors, je pense que c'est difficile de trouver une société plus polluée électromagnétiquement que la nôtre. On a tous des laptops partout. On a tous au moins 2 appareils connectés en permanence sur un Wi-Fi dans tous nos bureaux. Et alors, je suis pas du tout un expert du domaine, et peut-être que ça a de l'impact sur les gens, mais moi, je pense qu'il y a d'autres choses qui amènent aussi énormément au bien-être des collaborateurs. C'est par exemple, un programme de santé, des choses qu'on met sur pied chez nous. Par exemple, il y a des cours de nutrition, il y a du ping-pong, il y a de la grimpe. En fait, on a un programme qui est très cadré, hein, donc chaque collaborateur a le choix de choisir 1 à 2 activités par semestre. Et dans chaque bureau, il y a des activités comme ça qui s'organisent. Et en fait, ça contribue aussi à la santé des collaborateurs. Et en fait, ça donne une espèce de façon de lâcher aussi la pression, enfin de changer un peu. Et ça je trouve que c'est peut-être ce qui nous permet aussi toujours d'être heureux au travail, malgré la pollution électromagnétique qu'on vit tous les jours. Monsieur, on va conclure parce que sinon on n'a pas le temps de terminer. Mais on pourra sans autre échanger après au cocktail sur le sujet pour les gens qui sont intéressés. Merci. Merci pour l'information. C'est ça le problème. Le problème, il est gravissime. Parce qu'aujourd'hui, cette pollution électromagnétique entraîne des conséquences graves. C'est publié, il y a des publications scientifiques en pagaille sur le sujet.
Merci de nous avoir ramené. Il y avait encore juste une question, Claire, du monsieur au fond, auquel on n'a effectivement pas répondu. Est-ce que c'était sur la question sur les différentes fonctions, comment on peut passer de l'une à l'autre, hein, comment on peut gérer ces transferts. Est-ce que quelqu'un se sent répondre à... Voilà. Oui. Pour clôturer les questions, je pense que vous parliez de la production et de la vente, par exemple, dans le cadre d'Opaline, c'est juste, et dans la croissance et le suivi. D'accord. Donc si je reprends déjà dans le cadre d'Opaline, qui produit des jus de fruits à base de fruits frais et locaux, il y a bien évidemment des cycles de production qui sont saisonniers. Donc on a des gros cycles de production à la récolte, et puis quand nos produits sont faits, ils ont une date de péremption de 12 mois, on travaille en pasteurisé. Au point de vue éthique, écologique, on préfère pasteuriser nos jus pour avoir de plus longues durées de vie, parce que les jus d'ultra frais, on en jette beaucoup, bien évidemment. Et donc cette équipe-là, une fois qu'elle a fait la production en forte période, eh bien, elle a beaucoup plus de temps à se consacrer au niveau du terrain. Donc il y a naturellement un cycle de travail et de rythme de travail qui se met en place. Les ventes, c'est pareil. Dans l'alimentaire et les jus de fruits, c'est cyclique. Vous avez un effet saisonnier. Donc il y aura beaucoup plus de ventes au printemps et en été que par exemple maintenant à la période de Noël, qui coïncide avec une forte période de production. Donc voilà pour Opaline. Après, je pense que de manière générale, on l'aura certainement tous vécu, on a des jours de travail qui sont plus calmes que d'autres. On a une cadence, on a tous des rythmes par rapport à nos fonctions. Et le point principal à retenir ici, c'est l'ouverture d'esprit de l'équipe, de dire voilà, aujourd'hui j'ai une journée plus calme, je me sens capable d'aider quelqu'un d'autre, un de mes collègues. Et parce qu'on a beaucoup partagé les objectifs et les fonctions des uns et des autres, eh bien on est déjà presque prêt à assumer cette fonction ou aller aider dans un autre département. On est beaucoup plus flexible que d'être juste cadré à être dans la production et rien que la production. Je peux rajouter juste quelque chose. Aussi, quelque chose qui est important, il me semble, et que j'avais l'impression quand vous posiez votre question que vous parliez d'organiser le travail, d'assigner des tâches, etc. Je ne suis pas sûr que je l'ai bien compris, mais je voulais dire quelque chose au sujet de ça. C'est que finalement, quand on est organisé en équipe, on a des objectifs d'équipe à atteindre ensemble. Et ce qui change, en tout cas chez nous, je ne suis pas sûr que c'est comme ça chez vous, mais en tout cas, chez nous, il y a un espèce, c'est renversé en fait. Il y a le travail à faire, mais il n'y a plus personne qui assigne les tâches. C'est une quantité de travail à faire, et puis les gens vont volontairement chercher les tâches à faire afin qu'ils atteignent cet objectif. Alors on fonctionne dans notre façon de travailler, on fonctionne en cycle de cours de 2 à 3 semaines, où il y a des objectifs très clairs pour une équipe. Et du coup, il n'y a plus d'assignation, il n'y a pas besoin d'un chef de projet qui doit dire « toi, tu vas travailler là-dessus, toi, tu vas travailler là-dessus », mais simplement, il y a une certaine quantité de choses à faire. Puis quand quelqu'un a terminé la tâche précédente, il va prendre la tâche suivante. Et donc, en fait, il n'y a plus trop ce challenge-là de micro-management, puisque ça se fait naturellement au sein de l'équipe. C'est juste ça que je voulais dire. Moi, j'ai un exemple. J'ai rencontré une entreprise. Ils avaient défini pour chaque personne une responsabilité. Ce n'est pas une fonction, c'est une responsabilité. Tu es en charge d'eux. Okay, et ça, c'était 70% de leur temps de travail. Ils avaient 20% de leur temps de travail qui était défini en suppléance. Si tu as fini en avance, si tu as un peu de temps, etc., vers quoi tu vas aller travailler en suppléance? Qui tu vas soutenir en premier? Qu'est-ce qui est le plus proche de tes goûts, de ce que tu pourrais savoir faire ou qui t'est accessible? 20%. Et ils avaient gardé 10% pour respirer. Si on allait respirer. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement les intervenants de ce soir. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos interventions très inspirantes. Et puis maintenant, on prolonge la soirée au cocktail offert par la Faire Genève. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à participer à cette soirée qu'on en a eu à la préparer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'était super. Merci. Je te salue. Merci. Excuse-moi. Merci. On va pas croiser, je t'en prie. Ah ouais, écoute, c'était étonnant de convergence, de gens qui se connaissent, de cohérence, alors que vous ne connaissiez pas du tout. On aurait pu...
n'y en a pas. Oui, mais ça montre que c'est...